Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je réponds à ta question après, Natacha. Qui est donc les fameuses sorties grand format, un petit peu en retard parce que je n'avais plus internet. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu une panne d'internet pendant 6 jours, donc je n'ai pas pu faire de live jeudi et je n'ai pas pu faire. Alors jeudi, je devais faire un live un peu chill avec les cadeaux et tout. Donc c'était pas grave, mais j'ai pas pu non plus faire de live dimanche, d'où le fait que vous ayez cette vidéo en retard, mais en retard et en même temps ça va, c'est avant les sorties, donc je suis pas si en retard que ça. C'était juste, surtout que je pense pas avoir le temps de vous la poster, donc là à l'heure où je tourne, elle est mardi soir. Je pense pas avoir le temps de vous la poster demain, donc vous l'aurez peut-être jeudi, et d'ailleurs je le note vite fait là, avant d'oublier. Voilà. Et oui, du coup, il y a Natacha qui venait de poser une question là dans le chat, si je vais faire un bilan de l'année. Oui, la réponse est oui, bien sûr. Je vais faire un bilan de l'année. Là, du coup, je vais vous annoncer tous mes prochains lives là à peu près. Hein. Et donc, vidéo aussi. Puisque jeudi, je vais faire un bilan lecture. D'ailleurs, je vais aussi... je vais le noter. Excusez-moi, hein, oui, bien sûr, j'enregistre pour YouTube, je prends mes notes, mais c'est juste que TDAH oblige, si je le note pas maintenant, je vais oublier. Donc voilà. Et du coup, je note de le poster le lendemain. Voilà. Donc jeudi, ça va être un jeudi soir, je tourne un bilan lecture. Dimanche prochain, du coup, on sera le combien ? On sera le 4. Ça sera le tag du mois de décembre. Et le dimanche d'après, alors jeudi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, le jeudi 8, on verra. Mais le dimanche 11, du coup, je ferai mon bilan de l'année. Comme ça me laisse un peu de temps pour le préparer. Alors, je ne sais pas encore trop comment je vais le faire. Si je vais faire un truc simple, genre flop et top, ou si je vais faire un truc un peu plus détaillé. Alors il y aura des statistiques et tout ça, c'est sûr, mais voilà, après je ne sais pas encore comment je vais procéder. Possible que je fasse au plus simple au final, hein, parce que j'ai pas pris autant de notes que j'aurais voulu, donc voilà. Mais vous aurez au moins des petites stats et les flops et les tops. Ce qui est, je pense, l'essentiel, hein, en vrai. On va s'embêter. Mais moi, j'aime bien faire les flops. Hein. J'aime bien les flops. Bon, vous savez déjà quel est mon flop de l'année, hein, si vous avez suivi mes bilans lecture. Hein, parce qu'il est très récent. Il est très récent. Mais bon, voilà, vous êtes spoilés là-dessus. Mais en vrai, vous êtes polis surtout si vous avez suivi tous mes bilans lecture. Bon, encore faut-il s'en souvenir, quoi. C'est ça le truc. De quoi vous parlez, là ? De quoi vous parlez ? Ah, l'homme qui n'aimait plus les chats. C'est quoi ça, l'homme qui n'aimait plus les chats ? Ah, t'en as parlé dans un live participatif, j'imagine. Ça me manque, ça. Ok. Bon, allez. Du coup, là, aujourd'hui, donc, c'est les sorties de la rentrée littéraire d'hiver. Il y en a 36 en plus. Ça va être long. Désolée d'avance pour cette vidéo qui va durer 10 000 ans. Non, je vais essayer d'aller un petit peu vite quand même. Hein. Allez, du coup, on va attaquer direct. Let's go. Avec les statistiques habituelles. Bon, je vous fais pas le speech habituel. Hein. Passons. Bon, évidemment, grosse domination de contemporain parce que c'est la rentrée littéraire. Qui dit rentrée littéraire dit contemporain. Voilà. Y a quand même quelques petits SFFF. Et pas 14 romans parce que j'ai encore fait la coquille habituelle. En plus c'est marrant parce que tout à l'heure je me disais cette fois normalement j'ai pas fait d'erreur. Si, j'en ai fait une. Voilà, je le savais que j'allais en faire une. Parce que j'ai oublié de faire la soustraction. Donc 3 et 2, 5, 6, 10. Donc en fait il y a 26 romans. Voilà, et non pas 14. Il y a 26 romans. C'était sûr que j'allais faire une coquille à un moment. Oui, encore de l'horreur. Oui, encore de l'horreur. Écoutez, c'est la mode de l'horrifique en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs horrifiques qui sortent.
Et en plus, là, il y a des trucs qui ont l'air très 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 cool. Pas comme le mois dernier où c'était un peu mitigé. Donc ouais, voilà. Par contre, ouais, beaucoup de pays, beaucoup de maisons d'édition. Là, j'étais quand même assez éclectique sur ce coup-là. Je suis assez fière de moi. Donc, ouais, pour janvier, c'est pas courant, on est d'accord. Mais je dis, il y a des trucs là. Franchement, il y a des beaux trucs cette année. Oui, enfin, cette année, oui. Oui, du coup, c'est une nouvelle année, mais ce mois-ci, en tout cas. Ouais, moi aussi, j'adore Karine. J'adore l'horreur. Et voilà. Je suis une grosse fan d'horreur, moi, donc forcément. Et là, en plus, vous allez voir, il y a des trucs bien, bien, bien. Allez, on attaque direct. Let's go. On attaque donc les premières sorties, c'est le 2 janvier. Et la première, donc ça, alors ça c'était une suggestion d'Elsa, parce que Elsa m'a fait ces petites suggestions. Alors j'ai pas tout mis, et il y en avait que j'avais déjà moi-même repéré d'ailleurs. Mais celle-ci, je l'avais pas repérée en l'occurrence. Ouais, l'horreur métaphorique, complètement, Karine. C'est pour ça, moi, j'aime bien le body horror, notamment, parce que c'est souvent très, très métaphorique. Et aussi tout ce qui est roman gothique. Voilà, ça aussi, souvent, j'aime bien. Voilà, c'est souvent assez métaphorique aussi, ouais. Donc, dans cette histoire écrite par une polonaise, donc c'est Princesse, pardon, j'ai oublié de vous dire le titre. Donc, Princesse de Kinga. Oh putain, par contre... qui dit non polonais, dit très compliqué à prononcer, donc Wierzykowska. On va dire que c'est ça. Kinga Wierzykowska. Ouais, déjà la couverture aussi. Donc, qui sortira chez Seuil. Et dans cette histoire, on va suivre Barbara, qui est une cadre supérieure dans une entreprise d'agroalimentaire, plutôt sans histoire. Mais un jour, elle va recevoir comme cadeau d'anniversaire un lapin. Alors on ne sait pas de qui, de la part de qui, mais elle va recevoir un lapin. Donc un vrai lapin, a priori. Et le jour où elle va recevoir ce lapin, elle va aussi trouver l'amour, puisque voilà, elle va rencontrer un plombier polonais. Donc Barbara est française, a priori. Si je comprends, ouais, c'est ça, elle est française. Et donc voilà, coup de foudre avec ce plombier, et ils vont partir vivre en Pologne, dans le village natal de son plombier, qui s'appelle Paweł. Sauf que, bon, c'est un village un peu conservateur, voilà, avec beaucoup de cubénie, c'est le mot qui est écrit, mais voilà, un peu ça, un peu bigot, quoi. Et évidemment, tout le monde la regarde un petit peu de travers, quoi. C'est pas cette française là, mais en même temps, comme c'est un nouveau couple, tout le monde est persuadé qu'elle va avoir un bébé bientôt. Sauf que, en fait, bon, il n'y a pas de bébé, mais par contre, il y a ce lapin, ce lapin qui est là. Et qui grossit, on nous dit, voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, voilà, j'ai pas mis fantastique parce que je ne sais pas si ça va être fantastique. Si c'est vraiment... Je pense que c'est un truc un peu métaphorique, là, pour le coup. Et voilà, donc ça va parler des normes, ça va parler de rumeurs. On sait pas, je sais pas quelles vont être vraiment les thématiques de ce livre. Voilà, c'est clair, c'est très 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 intriguant. Ouais, moi aussi j'aime bien la couve. C'est très 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 intriguant. On sait pas trop vers où on va aller, j'avoue. Donc ouais, moi aussi ça m'a titillé, on va dire. Donc je l'ai mis. Voilà. En plus, bon, Seuil en général, Seuil ils font des trucs assez pas mal, assez pas mal. Bien sûr, tu parles français. Ils font des trucs plutôt bien. Donc voilà, c'est marrant parce que son premier roman, moi je connaissais pas du tout cette autrice, son premier roman il s'appelait Patte Blanche. On est toujours un peu dans le même domaine. Mais bon. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ah. Toujours le 2 janvier, voilà notre premier roman horrifique. Alors c'est du young adulte certes, mais ça a l'air quand même pas mal. Donc il s'agit de When Devils Sing, quand chante le diable, de Sean Kaur. Je sais pas trop comment prononcer ça, je vous avoue. C'est une autrice américaine, mais je sais pas de quelle origine elle est.
Donc qui sortira chez Gallimard dans leur collection Élégie. Je connaissais pas du tout cette collection pour le coup. Et alors voilà, alors, évidemment ils nous mettent le truc habituel dans la veine de Stephen King. Ouloulou. Bon, là, dès qu'il y a un truc horrifique, il faut que ce soit comparé à Stephen King. Et quelle originalité, quelle imagination. Mais bon, voilà, dans la veine de Stephen King, un thriller horrifique explorant la façon des États-Unis. Oui, bah oui, du coup, oui, forcément, ça va me parler. Donc, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui a disparu. Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas, alors, on comprend que c'est un homme, mais on sait pas si c'est un ado, un enfant, un adulte, on sait pas trop. Donc c'est Dawson, voilà, qui a disparu, en laissant derrière lui une traînée de sang dans le motel délabré, où il était, quoi, où il séjournait apparemment. Et ce motel, en fait, il est tenu par une famille. Et on va suivre je sais pas si ça se dit, un membre féminin de cette famille qui s'appelle Nera, ou Nira, il y a 2 E, alors je suis pas sûre de la prononciation pour le coup, on va dire Nira. Et on nous dit que c'est pas un phénomène isolé, on est en Géorgie, hein, aux États-Unis. Apparemment c'est pas un phénomène isolé parce que tous les 13 ans, il y a des millions de cigales qui sortent de terre et à ce moment-là, les morts suspectes se multiplient. Voilà, donc on est dans un truc un peu fantastique. Ah, tu l'as pas vu passer en anglais, ok. Et donc Nira va s'associer avec 3 autres, alors je pense que c'est des ados, hein, parce qu'on est dans un young adulte, donc 3 autres ados, Sam, Isaiah et Reed, pour retrouver Dawson, donc qui était peut-être un ado aussi. Et donc là, on va découvrir les secrets on nous dit d'une élite locale désireuse de conserver son pouvoir, quitte à pactiser avec le diable. Voilà. Donc ça a l'air cool. Synopsis un peu classique et en même temps, le truc des cigales, machin, c'est quand même un peu original. En plus, la couverture est trop... Moi, dès qu'il y a des serpents, de toute façon, je kiffe. Voilà, dès qu'il y a des serpents, je kiffe. Là, en plus, il y a que serpent, corbeau, et ce qui a l'air d'être un... J'allais dire un papillon de nuit, mais non, c'est pas trop. Pas trop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet insecte-là? C'est pas une cigale, hein? Enfin, peut-être, remarque, si, peut-être c'est une cigale. Avec les ailes déployées, comme ça. J'ai déjà vu une cigale avec les ailes déployées. J'en ai vu des cigales, hein. J'en ai vu beaucoup des cigales, donc voilà. Avec les ailes déployées, je suis pas sûre. Bref, mais c'est peut-être une cigale, oui, ça serait logique. En tout cas, c'est, voilà, magnifique, hein. Franchement, magnifique couverture. Donc, ouais, voilà, ça me titille un petit peu. À voir. On verra les avis. Ensuite, le 2 janvier, toujours une petite BD. Non, c'est le 7, pardon. Oh, j'espère que je me suis pas trompée sur les autres... J'espère que je me suis pas trompée sur les autres dates du coup. Bon, c'est pas grave. C'est le 7 janvier, pardon. Oui, bon, vous le savez qu'il y a toujours des coquilles, hein, comme d'habitude. J'ai perdu mon OBS, voilà. Le 7 janvier sortira une BD. C'est Altermonde de Harry Bozino et Paolo Antiga qui sortira chez les Humanoïdes Associés. Et on est dans un futur... on est dans un roman... non, dans une BD d'anticipation du coup. Dans un futur pas si proche que ça, puisqu'on est en 2112. La Terre est ravagée par le réchauffement climatique. Bon, ça, faut pas être devin pour le savoir, hein, mais voilà. Et en fait, on nous dit il reste quelques privilégiés qui vivent encore décemment parce qu'ils sont abrités derrière un mur qui les sépare des migrations de masse et des conditions extrêmes du Sud. C'est clair qu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, il va y avoir certainement des migrations climatiques, hein, du coup, voilà, venues du sud. Hein. C'est sûr que quand ça sera irrespirable. Mais le problème, c'est que un jour, un feu va commencer à dévorer Lyon. Oui, parce que ça se passe à Lyon. Voilà, mes copines lyonnaises et des alentours. Il y a un feu qui va commencer à dévorer Lyon par le nord et les habitants n'ont pas le choix du coup parce qu'ils sont bloqués. Donc ils sont bloqués au sud par le mur et au nord par le feu. Donc ils vont être obligés de franchir le mur.
Et ben du coup, ils vont découvrir ce qui se passe au-delà du mur et ils vont devoir trouver refuge auprès de ceux qu'ils avaient auparavant rejetés. Donc voilà, c'est l'arroseur arrosé entre guillemets. Hein. Voilà, c'est les migrants, c'est la migration en sens inverse. Donc même pas peur. Donc voilà, c'est intéressant, ça peut être intéressant. J'aime bien l'idée, effectivement, de penser à ça, de penser effectivement au déplacement de peuples qui risque d'y avoir avec le réchauffement climatique et du fait que, ben oui, ça pourrait être dans l'autre sens, on sait pas trop, bref, bon, c'est intéressant. Les dessins sont très classiques, BD adulte, je sais pas comment dire, mais voilà, mais plutôt sympa. Donc voilà, je l'ai mis parce que le thématique m'intéressait. Après, c'est vrai que j'achète très peu de BD, donc pas se mentir, pas sûr de l'acheter non plus, hein, mais voilà. Ça aurait été en roman, je l'aurais acheté et lu avec plaisir, mais BD c'est pas pareil. Ensuite, ouais, donc j'avais bien changé les dates après, il n'y a que celle-là que j'ai oubliée. Donc le 7 janvier, toujours, sortira Ce pont Mondo d'un collectif d'auteuristes. Oui, je veux dire ça, je sais pas s'il y a des hommes, je pense que oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est que des autrices. Non, c'est que des autrices. Ouais, donc d'un collectif autrices racisées, en l'occurrence. Donc ça sortira chez Cambourakis, voilà, maison d'édition que j'aime beaucoup. Hein. Et en fait, donc on est dans un essai / témoignage / texte en tout genre, écrit donc par donc un collectif d'autrices racisées, donc on nous dit parmi lesquelles des Chicanas, des Africaines américaines, des Natives américaines, des Juives américaines, des Asiatiques américaines et des Latinas. Et donc ouais, alors je sais pas de quand il date, mais bon, il y a marqué que c'est enfin traduit, donc bon, j'imagine qu'il date un petit peu ce livre. Voilà, donc pour évidemment donner la parole donc à des femmes racisées. Voilà, on nous dit voilà, comment tisser, articuler les luttes en prenant en compte les points de vue situés des féministes racisées de couleur, entre guillemets, du tiers-monde. Bon, maintenant on dit le Sud, hein, plutôt. On dit plus le tiers-monde, hein, évidemment. Mais ouais, voilà, ça a l'air super intéressant. Donc je vous cite un peu quelques autrices, puisque c'est indiqué. Norma Alarcon, Gloria Anzaldúa, Toni Cade Bambara, Christos, Aurora Levins Morales, Audrey Lorde, Audrey Lorde, c'est bien, Cherie Moraga, Pat Parker, Myrta N. Quintanales, Kate Rushin, Barbara Smith, Max Wolf, Valerio, Nelly Wong, Mitsuye Yamada. Donc il y a vraiment beaucoup d'origines différentes. Donc ça c'est très très cool. Voilà, ça a l'air très très bien. Bon, par contre 25 boules c'est un peu cher, mais bon, après il y a 500 pages, donc c'est quand même un gros recueil. Moi ça me fait très très envie, en tout cas, pas à l'abri que je l'achète. J'ai envie de découvrir tout ça. J'ai vraiment envie de découvrir tout ça. Voilà pour celui-ci. Toujours le 7 janvier, on retourne sur une BD qui a l'air plutôt pas mal aussi. Ça s'appelle Cher Marâtre, quand les belles-mères se confient. Voilà, donc vous l'avez compris, on va suivre des témoignages de belles-mères. Donc ça sortira chez la boîte à bulles. Et donc voilà, on nous dit qu'il s'agisse de la belle-mère de Blanche-Neige ou de celle de Cendrillon, les marâtres sont souvent cantonnées au rôle de femmes aigries, méchantes, quand elles ne sont pas dépeintes comme de véritables sorcières. Et là, en fait, on va suivre Samuel qui va proposer à Gwen de s'installer avec lui et sa fille de 14 ans. Donc Gwen devient du coup une belle-mère. Et en fait, Gwen va convoquer une assemblée extraordinaire composée de femmes qui sont ou ont été marâtres. Et donc, d'où les témoignages, en fait. Donc, on nous dit de la belle-mère jetable à la belle-mère dépassée en passant par la marâtre épanouie. Elles vont tour à tour lui raconter leur parcours.
l'occasion pour elles de partager des expériences souvent compliquées et qui ont obligé certaines à mettre en place de vraies stratégies. Bon, vous savez que moi je suis une belle-mère aussi, hein. Bon, moi je suis clairement pas une belle-mère chiante, relou, tout ça, hein, non. Donc c'est pas les belles-mères, du coup, voilà, hein, précisons, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais donc ce ne sont pas les belles-mères, les mères des conjoints, hein, ce sont les belles-mères, donc les conjointes des papas, voilà. Vous l'aurez compris, parce qu'il y a 2 types de belles-mères. Donc c'est les marâtres, ce qu'on appelle les marâtres. Moi je suis une marâtre. Là en vrai, voilà. Bon après moi je vais pas. Mon rôle il est très limité étant donné que maintenant le fils de Kim est adulte, mais enfin adulte, oui. Mais n'empêche que voilà, je l'ai connu petit et je m'en suis occupée aussi, quoi. Donc je suis une belle-mère. Ça va me parler du coup. Là, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Le 7 janvier, toujours, ça faisait partie des petites suggestions d'Elsa. Donc sortira Elles rêveront dans le jardin de Gabriela Damian Miravete, qui est une autrice mexicaine. Il y a 2 autrices mexicaines, hein, dans cette sélection. Donc on est avec un recueil de nouvelles. Voilà. Recueil de nouvelles un peu fantastique, un peu science-fiction, mais toujours autour du féminisme. Donc on nous dit dans la lignée d'Ursula Le Guin, bon après voilà, c'est très fort, mais et du nouveau roman gothique latino-américain. Ça m'intéresse pas mal aussi. Donc ça sortira chez Rivage. Ouais, la couverture est très belle. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette édition SF de Rivage, là. Hein. Ces couvertures un peu futuristes, là. J'aime bien. Voilà. Ouais, ça te parle aussi. Donc, je vous lis ce qu'il y a écrit, du coup, là, ce sera plus simple. À travers le procès pour sorcellerie d'une nonne indigène, la découverte d'une fleur cosmique, l'expérience d'une apocalypse merveilleuse, la rencontre entre un romancier d'anticipation et sa muse, la visite d'un mémorial futuriste et des contes sublimant les traumatismes de l'enfance, Gabriela Damian Miravete offre la vision positive d'un monde où les morts tendent la main pour aider les vivants et où des femmes conspirent pour concevoir des sortilèges de liberté. Mêlant fantastique, science-fiction et féminisme, un recueil de 12 nouvelles dans la lignée d'Ursula Le Guin et du nouveau roman gothique latino-américain. Voilà, ça a l'air très très bien. Et ce livre a remporté le prix Shirley Jackson en 2023. Bon, écoutez, voilà. Ça a l'air très très bien. Ouais, moi aussi Elsa, franchement, j'avoue qu'il me... Celui-là, il me titille bien. Ah, c'est pas marqué l'illustratrice. En tout cas, c'est très très beau. C'est vrai que c'est pas marqué. Des fois, il le marque. Hein. Il marque les illustrateurs, mais là, c'est pas marqué. Non, après, ça doit se trouver. Hein. C'est juste la flemme de chercher, mais voilà. Donc voilà pour celui-ci, qui a l'air très très bien. Toujours le 7 janvier, j'étais évidemment obligée, même si le synopsis me tente moyen bien, mais bon, j'étais quand même obligée de mettre le nouveau Keigo Higashino. Alors nouveau, je ne sais pas, mais j'avoue que je suis pas allée vérifier de quand date l'original, parce que c'est vrai que Actes Sud, des fois, il publie des vieux romans de Keigo Higashino, notamment Monde Parallèle, c'était un vieux roman. C'est vrai que je suis pas allée vérifier, mais voilà, donc c'est Le Gardien du Camphrier, en l'occurrence, qui sortira donc chez Actes Sud. Et donc là, voilà, là on n'est pas avec le Keigo Higashino thriller, hein, on est avec le Keigo Higashino plus contemporain, voire fantastique, voire souvent fantastique. Celui-là, je sais pas si c'est du fantastique. Lui, c'est plutôt fantastique, un peu réalisme magique, un peu SF. Il navigue un peu entre les genres, hein, Keigo Higashino. Hein. Mais voilà, donc là, on va suivre Reito, qui est un jeune homme en manque de repères, qui a grandi seul. Il va être accusé d'effraction et de tentative de vol. Donc on ne sait pas s'il a vraiment fait ou pas. Il risque la prison, mais il va se voir proposer un marché
C'est un avocat qui agit pour le compte d'un mandataire et qui souhaite rester anonyme, pas l'avocat, hein, le mandataire, qui va lui proposer la liberté en échange d'une mystérieuse mission. 2020, merci Karine, ok. Bon, c'est pas vieux, ça va. Ça a que 5 ans. Ouais, parce que le monde parallèle, il datait des années 90. Hein. Là, on pouvait dire que c'était vieux, mais 2020, ça va. Et donc, Reito va devenir le gardien d'un camphrier. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un camphrier, pour le coup. Camphrier niché au cœur d'un sanctuaire de Tokyo qui semble renfermer bien plus que du bois et des feuilles. Camphrier, c'est pour fabriquer du papier? Vous me direz si vous savez. Ah non, c'est un arbre. Du bois et des feuilles. C'est un arbre. Oui, merci Karine, c'est ça. Oui, c'est un arbre. Effectivement, je connaissais pas du tout cet arbre. Non, c'est un arbre. Et donc, en fait, la légende dit que si on suit un rituel bien établi, l'arbre centenaire exauce les vœux et se fait le messager des défunts. Oui, parce que dans ma tête, du bois et des feuilles, je pensais des feuilles de papier, c'est pour ça. Hein. N'importe quoi. Une espèce de plante à fleurs de la famille du laurier. Ah, d'accord, ok. Merci. Je connais rien du tout en botanique, moi. Donc voilà, donc ouais, possiblement il y aura un peu de fantastique puisque effectivement voilà, il faut suivre un rituel donc pour que l'arbre exauce les vœux et se fasse le messager des défunts. Donc je pense, je suis pas hypée de fou en lisant ces synopsis, mais en même temps c'est Keigo Higashino quoi. Je pense que ça peut être pas mal. On n'est pas en fait avec avec Keigo Higashino, on n'est pas sur un simple feel good à la japonaise, là, la librairie de machin et tout, qui va être très mimes, mais qui va pas non plus casser des briques, qui va pas aller très en profondeur. Keigo Higashino, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Hein. Voilà. Donc, ouais, on va voir. Donc, on nous dit que ça interroge avec émotion et grâce les liens du sang ou ceux du cœur qui se tissent ou s'érodent au fil du temps et jusque dans la mort. Une ode poétique à la découverte de soi et à la connexion aux autres. Ok. Bon voilà, écoutez, à voir pour celui-ci. Ensuite, toujours le 7 janvier, ouais, il y a une grosse vague. En fait, les deux grosses vagues, c'est le 7 et le 15 janvier. Hein. Sortira Rest in Pieces de Car Market, qui est un auteur taïwanais. D'ailleurs, j'ai mis BD, mais du coup, Taïwan, je pense qu'on peut dire c'est des manhwas. Des manhwas comme les manhwas chinois, en fait. Mais bon, dans le doute, j'ai laissé BD. Donc, en fait, c'est une... Alors, c'est des histoires courtes. Ah oui, ça sortira chez les Humanoïdes Associés. Ça fait 2 fois qu'ils sont là, eux. Donc, en fait, c'est une série d'histoires courtes. Alors, c'est de l'horreur, mais on est plus dans le dérangeant, mais en même temps c'est comparé à Junji Ito, alors à voir. J'ai vu que c'était comparé à Junji Ito et à qui déjà? Ah, je sais plus. Mais bon, un autre auteur horrifique. Donc voilà, on ne dit pas grand chose, on nous dit humanité décadente, revenant, paranoïa et folie collective, insectes invasifs, divinité inquiétante. Un recueil qui rappelle que les ténèbres renferment toujours une part de beauté. Ça a l'air très très bien. Voilà, moi c'est tout à fait le genre de truc que j'aime. Hein. C'est, vous savez, hein. Voilà. C'est vraiment, moi les trucs... Alors je sais pas si ça va être du body horror comme Junji Ito. Mais moi j'aime trop les trucs un peu dérangeants comme ça. Alors là pour le coup, oui, complètement métaphorique, hein, vraiment. Et ouais, en plus on nous dit que Car Market en 2025, il a gagné le Best New Talent du Golden Comic Award, le prix le plus prestigieux de la bande dessinée taïwanaise. Voilà. Sachez-le. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble en vrai, en fait, parce que ça nous parle pas, comme ça, on sait pas trop le format. Voilà. Je sais pas si ça va être du hardback, je sais pas. Ils ont mis, sur Amazon, ils mettent poche, oui, bon. Poche à 24 balles, j'en doute quand même. Hein. Poche à 24 balles, 288 pages. Oui, non. Ensuite, on passe au 8 janvier avec un petit de Saxus / Sabran. Hein, c'est leur collection. C'est une de leurs collections. Putain, je me perds dans mes onglets.
Il s'agit de La guérisseuse de Florence de Anna Rask. Pas trop comment ça se prononce. Une autrice américaine. Dans cette histoire, on va être en Italie. Bah oui, c'est Florence, hein, forcément. Voilà. Moi, ça me parle parce que je suis allée 2 fois à Florence. Et on va suivre Ginevra, qui a un don, en fait. Donc, elle est maîtresse des mystères de l'alchimie. Elle sait soigner les cas les plus désespérés grâce au pouvoir des pierres. Voilà, être dans la lithothérapie. Mais le problème, évidemment, vous en doutez, on est en période à la période de l'Inquisition et donc forcément, quand les rumeurs vont courir sur ses pouvoirs, elle va être accusée de sorcellerie. Alors, elle va pas être condamnée au bûcher, elle va juste, je mets des gros guillemets, être bannie de Florence. Et donc elle va être en exil pendant 10 ans. Et alors que la peste noire va infester l'Italie, elle va être rappelée dans sa ville natale. Et en fait, les dirigeants de la ville vont lui confier une mission inattendue. Elle va devoir démasquer l'auteur d'une série de vols de reliques sacrées. On va aller savoir pourquoi il lui demande ça à elle, quel rapport, mais bon. Let's go, pourquoi pas. Et donc du coup, en fait, on va partir dans une enquête, dans une ville où il y a la peste qui règne, et donc ça va parler aussi, je pense que ça va parler de sorcellerie, mais... et donc on nous dit, elle comprendra à ses dépens que la folie s'empare vite des vivants. Voilà. Donc j'ai mis fantastique, après je sais pas si ça va être du fantastique, mais je pense que oui, on est chez Sabran, donc il y aura forcément du fantastique, puis bon, le fait qu'elle puisse guérir, encore ça aurait été indiqué guérisseuse avec les plantes, oui, là c'est pas du fantastique, mais guérisseuse avec le pouvoir des pierres, bon, sorry, mais on est dans l'ordre du fantasme là, c'est pas du fantastique. Bref, bon voilà, assez classique, mais ça a l'air plutôt sympa, donc je l'ai mis. Après, je pense que c'est quand même du young adulte, hein, c'est pas précisé, mais bon, je pense que c'est du young adulte. Voilà. Mais ça a l'air plutôt sympathique. Voilà pour celui-ci. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au carnet de l'apothicaire, alors que bon, en fait, c'est pas... Mais ça me fait penser parce que dans les carnets de l'apothicaire, c'est aussi une guérisseuse qui fait des enquêtes, donc c'est pour ça que ça m'y fait penser. Donc voilà. Ensuite, on passe au 9 janvier avec le nouveau Juliette Houry. Celui-là, je l'attendais. Et d'ailleurs, merci Elsa de m'avoir dit, parce que je serais peut-être passée à côté du coup, de m'avoir dit qu'il sortait. Et il sort aux éditions de l'Observatoire. Elle n'était pas chez eux, hein. Je sais plus chez qui elle était, Juliette Houry. Attendez, je vais le savoir en 2 secondes. Chez Flammarion, elle est passée à l'Observatoire. C'est assez étonnant. Elle a peut-être eu des soucis avec Flammarion, je ne sais pas. Donc, il s'agit de Brûlé-Grand. Alors, pour rappel, parce que vous allez me dire, oui, d'accord, c'est qui Merci Elsa. C'est qui Juliette Houry C'était celle qui avait écrit Dès que ma bouche fut pleine. Rappelez-vous cette dystopie où le sexe et la bouffe étaient inversés. Que j'avais adoré, ça avait été un énorme coup de cœur. Ça avait été un de mes tops de l'année dernière. Je crois que c'est ça, hein, c'était l'année dernière. Une de mes meilleures lectures de l'année. Et là, là, on va pas être dans une dystopie, on va être dans un contemporain, voilà, plutôt classique, entre guillemets. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Émilie, qui fait un burn-out. En tout cas, c'est ce que son médecin lui a dit. Alors, elle se sent plus... C'est juste qu'elle se sent moins efficace qu'avant dans son métier de magistrate. Et même, elle se reconnaît plus dans cette femme qui doute maintenant de ses capacités et de sa foi en son métier, en fait. Hein, voilà. Elle a plus la foi comme avant, quoi, d'exercer son métier. Elle aimerait, voilà, que tout redevienne comme avant, à l'époque où c'était super épanouissant pour elle. Et donc voilà, son médecin lui dit non mais vous faites un burn-out. Ok. Et en fait,
elle va découvrir qu'il existe un endroit conçu pour aider les gens comme elle à se rétablir. Et donc, elle va s'y inscrire. Et donc, le programme, c'est pleine conscience, soins du corps et coloriage. Vraiment le truc de New Age à la con, là. Mais le truc, c'est que, en fait, on nous dit, voilà, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le miroir tendu par les autres allait la forcer à affronter ses symptômes et aussi ce qui les nourrit, un glissement profond de son identité. Donc jusqu'à présent, les épreuves qu'elle avait subies avaient anéanti sa capacité à se révolter et elle va retrouver le chemin de la colère, mais jusqu'où? C'est très intriguant tout ça, et après moi j'ai envie de dire c'est Juliette Houry, donc après avoir lu son premier roman, je lui fais un petit peu confiance. Voilà, on nous dit roman reflet de notre époque, Brûle et Grand met en scène une galerie de personnages tous plus ou moins au bout du rouleau et interroge avec acuité et drôlerie notre rapport au travail pour mieux l'éclairer. Voilà. Ça c'est quand même intéressant, effectivement, que ça parle de rapport au travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on s'interroge pas tant que ça, et on devrait un petit peu, moi aussi, hein. Moi je m'interroge tout le temps, même après m'être reconvertie et faire un travail qui me plaît beaucoup plus, il y a des fois je me dis, est-ce que je fais pas un bullshit job? Enfin, je sais que je fais un bullshit job en vrai, hein, c'est la vérité, on va pas se mentir, hein. Mais surtout, voilà, pourquoi on fait ça, quoi? C'est vraiment le truc. Mais ouais, voilà, ça m'intéresse. Mais surtout qu'elle, pour le coup, elle a pas un bullshit job. Elle est magistrate, donc juge, j'imagine. Donc c'est quand même hyper important. Mais ouais. Ouais, vous aussi vous intéresse. Bon, franchement, moi j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà, ça c'est clair que ça ira dans mon escarcelle à un moment ou à un autre. Ensuite, toujours, alors celui-là aussi, ouloulouloulouloulou. Celui-là, c'était dans les suggestions d'Elsa, mais je l'avais aussi repéré parce que là, pour le coup, alors là. Donc, il s'agit de Chaque goutte est un cauchemar pour l'homme de Megan Kamalei Kakimoto, qui est une autrice haïtienne. Ça change un peu. Pas du tout haïtienne, hawaïenne. N'importe quoi, pardon. Pas du tout Haïti, c'est Hawaï. Hein. Non, c'est juste que j'ai écrit bêtement Haïti, et donc du coup j'ai lu là Haïti, mais c'était Hawaï. Je savais que c'était Hawaï dans ma tête, hein. Pardon. Hein. Rien à voir. C'est Hawaï, c'est pas Haïti, pardon. J'ai écrit bêtement Haïti, et du coup je vous lis bêtement Haïti, mais c'est Hawaï. Hein. Rien à voir. Je viens de percuter, je suis là, mais qu'est-ce que je dis? Donc, dans cette histoire, on est à Hawaï, donc. Alors, pareil, je vous lis un peu ce qu'il y a écrit, parce que c'est pas forcément paraphrasable. Donc, à Hawaï se débattent des héroïnes malmenées par notre contemporanéité ultra compétitive, c'était pas évident à dire ça, étouffées par leur famille et menacées par des malédictions ou croyances transmises de génération en génération. Et au milieu des mufles, des pères défaillants et des sosies d'Elvis surgissent dans le réel des créatures de superstition hawaïenne. Mais peut-être que les ombres peuvent devenir des alliés pour surmonter les affres de la vie quotidienne. Alors du coup, pays, c'est États-Unis. Hein. Hawaï, c'est États-Unis. Hein. Mais bon. Mais n'empêche que c'est quand même super intéressant que ça se passe à Hawaï. La couverture est trop belle. Et en plus, surtout, voilà, moi... Le terme qui m'a fait tilt, c'est body horror. Oui. Voilà, donc il y a écrit en mêlant avec un bel humour noir, body horror, coming out, ça aussi, voilà. Et passage à l'âge adulte, l'autrice fait s'entrechoquer notre rapport au désir, au corps et à la nature, aux superstitions tirées du folklore hawaïen. Comparé aux œuvres de Mariana Enriquez, putain, mais Mariana Enriquez, elle est toujours là, elle. Pardon. Alors que moi j'ai pas aimé Notre part de nuit, mais bon, c'est pas grave. Aux œuvres de Mariana Enriquez et de Carmen Maria Machado. Alors ça par contre j'avais beaucoup aimé, c'était si je me trompe pas, hein, c'était l'autrice de Dans ma maison rêvée, dont tu as parlé d'ailleurs Karine dans ton top, et moi aussi, hein, c'est un livre que j'ai adoré, hein, pour le coup, Dans ma maison rêvée. C'est elle, hein.
il me semble bien. Hein. Ce livre a été salué comme l'une des plus vivifiantes écritures du féminin. Voilà. Ah oui, et donc Kakimoto, parce que je me disais, ça fait très japonais, donc elle est d'origine japonaise, l'autrice. Autrice autochtone. Putain, du coup, là, il y a de tout, là. Donc c'est une autrice autochtone, hawaïenne, et en plus d'origine japonaise. Ça va faire un beau mélange. Voilà. Ça a l'air trop bien, hein. Ça a l'air trop bien. Hein. Celui-là, donc j'ai oublié de préciser, ça sortira aux éditions du Typhon. Voilà. Bon, c'est écrit, mais comme je fais tout le temps des erreurs, je préfère le redire de vive voix. Hein, voilà. Donc c'est Hawaï et c'est aux éditions du Typhon. C'est vrai, Elsa? Faudrait que je lise ces nouvelles là, fumées au lit là, je sais pas quoi. Parce que en vrai, j'aimais bien, moi, j'aimais bien l'écriture, moi, de Mariana Enriquez. J'ai juste pas aimé son histoire. C'est juste ça. Sinon, c'était très bien écrit. Donc, je me dis qu'effectivement, je pourrais peut-être tenter d'autres choses d'elle. Notamment ses nouvelles. C'est bien les nouvelles pour se faire une idée un peu aussi. Ouais. Bon, bref, voilà. En tout cas, celui-là, pareil, il me hype de fou. Il est pas très loin, 272 pages. Et il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qui font entre 200 et 300 pages dans cette sélection. Vous allez voir, vraiment, il y a beaucoup de livres très courts. Voilà. Donc, ensuite... ouais, celui-là aussi, il a l'air très intéressant. Il s'agit de Feu de joie de Jamal Wazzani, qui sortira chez Blast. Et c'est un recueil de poésie. Bah oui, ça change un peu. Donc c'est un recueil poétique, on nous dit, dans lequel la flamme intérieure de l'auteur devient l'incarnation de sa révolte et d'un amour radical, source de sa quête de justice. Donc, alors voilà, on nous dit qu'il va faire résonner les luttes antiracistes, féministes et queer, forcément ça me parle. La joie contagieuse et pyromane transformant chaque combat en célébration de la vie et acte de résistance. Donc il est inspiré par James Baldwin, Audre Lorde ou Mahmoud Darwich. Alors ce troisième je ne le connais pas pour le coup, mais ok. Voilà, une ode à l'action collective, à la puissance transformatrice de la joie et à la force indomptable du feu intérieur qui nous anime dans une exaltation du potentiel révolutionnaire qui réside en chacune de nous. Magnifique. Que peut-on dire de plus? Bon, ça a l'air très bien. Voilà, ça a l'air très bien. C'est vrai que moi, depuis que j'ai lu Roupicor, j'en ai lu un peu 2-3 autres depuis, mais j'aime beaucoup la poésie contemporaine quand c'est un peu féministe, queer et tout, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, celui-là, il m'intéresse pas mal. Il est pas très cher en plus, hein, 16 €. Parfait. Ensuite, toujours le 9 janvier, sortira un nouveau Camila Sosa. Oui, c'est ça, Camila Sosa Villada. Il s'agit de Je suis une idiote de t'aimer et ça sortira chez Métellier. Et donc c'est un recueil de nouvelles, et oui, encore une fois, il y a pas mal de trucs féministes, bon après c'est normal, c'est ma sélection aussi, mais quand même pas mal de trucs féministes qui sortent, c'est bien. Donc là, on a 9 nouvelles qui mettent en scène des femmes déterminées à affronter la violence de leur quotidien. Deux coiffeuses mexicaines rencontrent... Alors, c'est des exemples. Deux coiffeuses mexicaines rencontrent Billie Holiday. Une jeune femme des années 90 gagne sa vie comme petite amie de location pour des hommes gays. Une prostituée transsexuelle, on dit plus transsexuelle, maintenant on dit transgenre, les gens qui ont fait le synopsis là. Donc une prostituée transgenre expérimentée s'apprête à passer la nuit avec un groupe de rugbymen. Oula, cringe ça. Entre autres, voilà. Donc il y a plusieurs... Ouais, moi non plus, c'est elle qui a écrit Vilaine, si je me trompe pas. J'ai Vilaine dans ma palle depuis un petit moment. Et je l'ai toujours pas lu. C'est ça, hein. Il me semble que c'est elle, Vilaine. Alors je trouve pas, mais bon. Je crois que c'est ça. Et c'est elle ou c'est pas elle? Putain, du coup j'ai le doute parce que je le vois pas.
Dites-moi. Oui, les vilaines, pardon. Ouais, c'est les vilaines. Voilà, c'est pour ça. Je savais plus. Dans ma tête, c'était vilaine au pluriel, mais c'est les vilaines. T'as celui d'après, d'accord. Donc ouais, moi j'ai les vilaines parce qu'on me l'avait conseillé, mais je l'ai toujours pas lu. Et il faudrait. Il faudrait que je découvre cette autrice, hein, pour le coup. Voilà, en tout cas, pour celui-ci, on a quand même des belles autrices, des belles sélections. Hein. Ensuite... allez, bon, c'est celui du mois, voilà, le feel-good japonais du mois. Je suis obligée, hein, désolé, hein, je suis obligée à chaque fois, mais je le mets à chaque fois. Donc, on saute au 13 janvier et sortira Le Restaurant des Jours Heureux de Yoko Mure. Chez Nami, évidemment. Hein. Et on va un restaurant, bon, pas comme si on avait eu 15 000 restaurants. L'instant chat japonais avec bouffe, exactement, parce que il faut bien évidemment de la bouffe et un chat, sinon le cahier des charges n'est pas rempli. Et bien sûr, ils ont mis aussi des fleurs de cerisier sur la couverture, bien sûr, cahier des charges totalement coché, c'est bon, on est bon, c'est tout y est, voilà, des petits caractères japonais, hein, bien sûr, évidemment, pour parfaire le truc. Donc, alors là, pour le coup, ça a pas l'air d'être un roman choral. Et est-ce que je vais le prendre encore? Certainement, moi aussi. Il y a des chances. Je me fais tout le temps avoir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, ouais, ça a pas l'air d'être un roman choral cette fois. Puisque dans cette histoire, on va suivre Akiko, dont la mère vient de décéder brusquement et de lui léguer son restaurant. Et bon, ça tombe bien parce que Akiko, elle a une passion pour la cuisine et donc elle va décider donc de reprendre le restaurant. Malgré le fait que elle était en fait elle était pas en elle s'entendait pas trop bien avec sa mère, en fait, elle voulait pas suivre son modèle, et bon, finalement, elle va quand même se retrouver à reprendre son restaurant, et grâce au conseil d'une chef expérimentée, elle va le transformer à son image en un établissement simple qui va proposer des délicieux plats préparés à partir de produits frais et locaux, bon, rien de super original. Vous êtes faible face à la tentation, mais complètement, hein. Et donc, évidemment, il va y avoir un chat dans cette histoire, bien sûr. Il s'agit de Taro, le chat errant du quartier. Bah oui, et puis il va y avoir une serveuse qui s'appelle Shima-chan. Et donc, elles vont se lancer dans une aventure qui va peut-être permettre à Akiko d'en apprendre plus sur sa mère. Et oui. Et de se réconcilier avec son histoire familiale. Voilà, donc ça a l'air d'être très... voilà, là je pense qu'on sort un petit peu quand même du cliché roman choral, tranche de vie, machin, ou alors c'est quand même une tranche de vie, mais on va être plus vraiment focus sur une histoire familiale. Et notamment, je trouve ça intéressant, ça change un petit peu le fait que oui, elle était pas en froid avec sa mère, apparemment, en tout cas, elle avait coupé les ponts un peu avec sa famille, et du coup, elle va apprendre à... elle va découvrir un petit peu des choses sur sa famille. Oui, ça peut être un peu... voilà, au travers de la bouffe. Bon, évidemment, les Japonais ne jurent que par la bouffe. Les chats et la bouffe, tout est dit. J'ai envie de dire, voilà. C'est pour être heureux pour les Japonais, il faut des chats et de la bouffe. C'est vraiment ça, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime les Japonais quand même, malgré leur côté facho. C'est que il y a quand même ce truc là. Voilà, moi aussi, ma vie c'est les chats et la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que les comprendre. Donc voilà. Non, ça peut être ça peut être pas mal. Oui, c'est sûr que je vais me faire avoir. Je le sais. Allez, sur ce, passons à la suite. Allez, on passe au 15 janvier. Allez, là, c'est la grosse vague de sorties. C'est parti. Et on commence avec... donc ça faisait partie aussi des suggestions d'Elsa. La dernière nuit d'Odile d'Oultremont. Et ça sortira chez Julliard. La tienne aussi, mais tu rajoutes les livres. Oui, les livres, bien sûr, évidemment. Mais comme c'est un livre, du coup...
ça rentre, ça marche, tu vois. Un livre qui parle de chat et de bouffe. Voilà, voilà, la boucle est bouclée, tu vois. Donc, dans cette histoire, alors, on va suivre Nikki, qui est agricultrice, et dont une des vaches va être tuée par un homme, qui est le comte Abélard de Esbaye, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, malheureusement, la justice ne va pas être rendue. Voilà, la justice ne va pas être de son côté, alors on ne sait pas comment, pourquoi, mais on va être ouais, il est très intriguant. On va être des années plus tard, et enfin, voilà, Nikki va pouvoir faire comparaître son bourreau, qui a été jadis son ami, apparemment, hein. Et voilà, donc on ne sait pas trop si elle le fait vraiment comparaître devant une vraie cour, ou si on ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux quand même tout ça, surtout qu'on nous dit qu'en parallèle, de par ce procès, il va y avoir un autre procès plus intime, on nous dit, enraciné dans un terreau social contrasté et mu par la nécessité d'une femme et de toute une communauté de se faire justice soi-même. Voilà. Ça parle de vengeance. Et en plus, ça parle aussi, voilà, parce que ça nous dit les thématiques, ça va parler de spécisme et ça va parler de patriarcat. Ouais, moi aussi, ouais, la couve est classe. Moi aussi, j'ai trop envie de le lire. Clairement. Donc c'est une autrice belge, hein, Odile d'Outremont, voilà, sachez-le. Donc, je pense que ça se passe en Belgique, je suis pute. Voilà. Mais ouais. Et vous voyez, 224 pages, je vous dis, depuis... Enfin, voilà, il y a beaucoup de livres qui font moins de 300 pages, là, c'est entre 200 et 300 pages. Ouais, wishlist direct, hein, wishlist direct, voilà, bah oui, la vengeance, se faire justice soi-même, le patriarcat, le spécisme, tout ça. Des choses qui m'intéressent grandement, ça a l'air très très bien, voilà, et puis Julliard, en général aussi, ils ont des bonnes publications, donc voilà. On le note. Ensuite, le 15 janvier, putain, alors là, il y a les 2 Phébus d'affilée. Comment vous dire que je suis assez hypée, alors surtout par le 2e, mais celui-là, pas mal aussi. Ouais, en plus, depuis que j'ai lu c'était quoi, notre part féroce chez Phébus, là. C'était tellement bien, ce livre. Je pense qu'il va faire partie de mes tops de l'année. Du coup, ben, forcément, j'ai encore plus envie de lire des Phébus. Donc, il s'agit... Alors, le premier, c'est L'Enfant de l'Ogre de Delphine Sobabert. C'est une autrice française. Ça peut être les deux. Donc, on va suivre... Alors, on va suivre plusieurs personnes parce qu'on est un peu dans un roman... je sais pas, c'est un roman choral. Donc on va avoir, voilà, je vous dis un peu les trucs en vrac. On va avoir un homme inquiet qui appelle la gendarmerie parce qu'il est sans nouvelles de sa femme. Une infirmière aimant marcher seule quand le sommeil la fuit. Et un petit garçon qui a perdu sa mère. Voilà, donc en fait, on va parler de féminicide. Voilà. Mais je ne sais pas... qui a fait quoi, voilà, c'est assez mystérieux. Donc en plus on est à Narbonne, pas loin de chez moi. C'est la ville de Kim. Ouais, il est pas né à Narbonne, mais il y a longtemps vécu, il y a grandi. Donc on est à Narbonne, on est juste avant Noël. Bah, c'est con que ça sorte qu'en janvier, mais bon. Et voilà, donc il y a un couple qui est sur le point de se séparer. On a un enfant tout seul et on va suivre en fait cet enfant. Voilà, donc je sais juste que ça va parler féminicide, mais après, j'en sais pas plus. Ça a l'air bien quand même. Ça a l'air bien. Voilà. Donc je suppose, alors, vu le titre, je suppose que c'est son père qui va tuer sa mère. Hein. Voilà.
Après, on nous dit un homme seul qui appelle la gendarmerie parce qu'il est sans nouvelles de sa femme, mais peut-être mytho, hein, voilà. Oui, allez, l'autre qui ça, allez, je suis de Montpellier, oui. À chaque fois, il aime pas quand je dis qu'il est de Narbonne, mais enfin, je dis pas que t'es de Narbonne, mais c'est quand même ta ville. Ta ville, t'as l'accent de là-bas. Tu parles pas comme un Montpelliérain, tu parles comme un Narbonnais, désolé. Ouais, c'est ce que je disais, Elsa. C'est le deuxième, il me hype beaucoup plus. Passons au deuxième. Hop. Donc le deuxième. Si je perds ma souris, ça va plus. Le deuxième, c'est Ici tombent les filles de Stéphane Gillieu. Alors Stéphane, c'est une autrice, hein, française également. Alors, donc là, je savais pas trop comment le classer. J'ai mis dystopie un peu par dépit, on va dire. Parce que on est dans un futur proche. On est dans un futur proche. Alors, encore une fois, donc pareil que dans Altermonde, le dérèglement climatique a conduit à des migrations. Évidemment, hein, c'est logique. Et on va suivre un père qui a choisi de fuir la ville pour emmener sa famille sur la butte, qui est le domaine de ses ancêtres, isolé en montagne. Donc il a 3 filles, Pila, Dag et Met. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais on va prononcer comme ça. On ne sait pas dans... Comme d'hab, la magie du montage, décidément. Donc je sais même pas quand ça a coupé. Si, je pense que je venais de parler du père qui a laissé qui est parti de la ville pour partir en montagne. Et j'étais en train de dire, je ne sais pas dans quel pays ça se passe. C'est pas précisé. Donc on est dans un futur proche, mais ils ont quand même des noms pas très français, même si l'autrice est française. Donc un père et ses 3 filles qui partent en montagne et il y a aussi elles ont aussi un frère, voilà, il y a 3 filles, il y a un frère et il y a la maman évidemment. Alors apparemment c'est la mère qui est un peu la matriarche enfin, c'est un peu la chef du couple visiblement. Mais voilà, bon, donc ils sont 4 enfants. Et le truc, c'est que on nous dit que va venir le temps où il faudra conduire chacune des filles en haut de la montagne, car ainsi en a décidé la malédiction qui pèse sur la lignée. Donc là, c'est vraiment leur famille, apparemment. Et donc le père a décidé qu'il faudra sacrifier les filles. Super, comme par hasard. Parce que... Ah oui, voilà, parce que... Alors, je sais pas si c'est les règles ou quoi, mais bon, le sang qui coule entre les cuisses des filles, bon, je suppose que c'est les règles, mais on nous dit que du coup, elles sont atteintes de la mystérieuse maladie du sang. Donc je ne sais pas si c'est parce que le père estime que quand une fille a ses règles, c'est qu'en fait elle a une maladie, ou si c'est vraiment une maladie, je ne sais pas. Bon, dans les 2 cas, c'est intéressant. Et donc du coup, l'aînée Pila va être escortée jusqu'au mont et ne va jamais revenir. Et Dag sait qu'elle sera la prochaine. Et donc elle va décider que son sang ne coulera pas. Voilà, donc j'en sais pas plus. Ça a l'air trop... Pardon, j'ai extrêmement mal raconté le synopsis, je m'en excuse. Mais ça a l'air super bien. Puisque donc on va suivre une jeune fille qui veut s'arracher donc à cette tradition mortifère, hein, voilà. Oui, oula, comme tu dis. C'était le mot du jour. Mais ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de le lire. Ça, je sais pas, et bon, ça me fait un peu penser, même si c'est pas du tout le même truc, mais ça me fait penser un petit peu à... Ça me fait penser à 2 choses. Ça me fait penser à... Mince, comment s'appelait ce roman gothique là où les filles meurent quand elles perdent leur virginité. Ça me fait penser à ça, vous allez me le dire. Et ça me fait un peu penser aussi à l'année de grâce, puisque les filles qu'on exile quand elles atteignent la puberté. Les voleurs d'innocence, merci. Je me disais, il y a le mot innocent dedans. Merci Malo. Merci Karine. C'est ça. Comment on fait pour choisir à la fin ? Ah oui, pour choisir quel livre on va prendre, oui, c'est clair que là, c'est chaud. Hein. J'avoue qu'il y en a tellement qui sont trop bien.
Je vous laisse le lire avant. T'inquiète, je vais le lire. Voilà. Et encore une fois, 256 pages, c'est un truc de fou, quoi. Ils sont tous super courts. Les voleurs d'innocence, qu'est-ce que c'était bien, ça. Du coup, voilà. Ah oui, non, c'est vrai que toi, Elsa, t'avais pas aimé les voleurs d'innocence, je me souviens. On se rejoignait pas là-dessus, mais bon, ça peut arriver, hein, voilà, ça peut arriver. Ouais, toi, t'avais adoré Natacha. Donc ouais, il y a un truc. Après, voilà, je pense que c'est pas du tout le même délire, mais ça m'y fait penser parce que ben, le destin funeste, rapport à la puberté, tout ça. Bon, là, c'est pas la puberté dans les voleurs d'innocence, mais bon, on est un peu sur le même délire quand même. Donc ouais. Voilà, donc livre bien féministe à mon avis. J'aime trop les couvertures des Phébus. Elles sont classe. Bref, allez, je vais accélérer parce que toujours le 15 janvier sortira Immenses sont nos espoirs de Tahereh Mafi. Chez Michel Lafon, donc c'est. Ouais, j'ai considéré que c'était un historique. C'est du young adulte. Hein. J'ai considéré que c'était un historique parce que ça se passe juste après les attentats du 11 septembre 2001. Donc on est dans un climat historique assez particulier. Donc pour moi, c'est de l'historique. Puisque on va suivre Shadi, qui est une adolescente musulmane voilée. Donc on est aux États-Unis, hein, et donc forcément, suite aux attentats du 11 septembre, il va y avoir un racisme énorme et décomplexé envers la communauté musulmane, hein, évidemment. Et donc, en fait, on va suivre... en fait, on va être dans 2 temporalités, apparemment. Donc, la Shadi plus jeune avant les attentats et la Shadi après les attentats qui va être brisée. Donc, voilà, dans un contexte de guerre, parce qu'il y a la guerre aussi qui a été déclarée à l'Irak. Dans un contexte de guerre et d'islamophobie, voilà, donc on va suivre Shadi qui tente de se reconstruire. Ça a l'air très très intéressant. Ah, elle a écrit une saga. Son nom me parlait. Mais ah oui, Shatter Me, tout ça. Ah oui, c'est elle qui a fait ça. Ouais, j'ai pas du tout lu ça. C'est bien alors? Bon, en tout cas, celui-là, il me tente pas mal. Ouais, après, c'est plus fantasy, non? Je sais pas. Putain, il y a pas mal de tomes, hein, la vache. Il y a combien de tomes? Ah oui, et c'est elle aussi qui a écrit le royaume, je sais pas quoi, là. Ça, c'est de la fantasy, pour le coup, c'est sûr. Putain, en fait, elle a fait pas mal de choses, hein, cette autrice. Donc, c'est une autrice d'origine iranienne, pour le coup. Voilà. D'accord, ok. Ok. Ouais, bah voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça m'intéresse pas mal. Après, c'est vrai que oui, je pourrais bien être intéressée, mais bon, les sagas fantasy maintenant, j'ai un peu de mal parce que j'arrive pas à les tenir. Je lis le premier tome, même quand je surkiffe le premier tome, je lis pas la suite, donc c'est une catastrophe. Bref. Allez, ensuite. Le 15 janvier. Alors, putain, une fois n'est pas coutume, j'ai mis un thriller français, en plus écrit par un homme. Où va le monde? Mais que se passe-t-il? Eva? Où tu vas? Je l'ai mis parce que c'est un thriller horrifique. Déjà, et puis, je sais pas. Le synopsis me plaisait pas mal. Donc, il s'agit de Immersion de Nicolas Druard. J'ai toujours pas lu cet auteur, et en fait, c'est vrai que lui, pour le coup, à chaque fois, ses synopsis me font envie. Mais je l'ai toujours pas lu. Après, ça se trouve, c'est nul, hein. Ça se trouve, c'est nul. Mais putain, à chaque fois, il a le don de faire des synopsis qui accrochent, quoi. Donc, dans cette histoire, on est dans l'Aude. Putain, décidément. Allez, Narbonne. Bon, c'est peut-être pas Narbonne, là, en l'occurrence, mais on est dans le même département. Commence à faire beaucoup. Donc, on est dans l'Aude. Tout le monde est sur le qui-vive. Bisous, Malo. Bonne soirée, bonne nuit. Ouais, il est 23h, je sais, je vais finir. À mon avis, je vais pas finir en minuit, je sens. Désolée pour les couches tôt. Meilleur la replay, heureusement. Bisous, Malo. Merci en tout cas d'avoir été là. Bonne soirée, bonne nuit. Et puis d'ailleurs, je viens de penser que Thomas Peucherette, je l'ai interpellé avec les Lego, mais j'ai oublié de lui dire de se reposer, de se soigner et tout, parce qu'il avait dit qu'il était malade, je crois, Peucherette, le pauvre. Désolé Thomas, si tu m'écoutes dans le replay. Prends soin de toi surtout.
Donc tout le monde est sur le qui-vive parce que depuis quelques jours, des hommes et des femmes sont emportés par ce qui ressemble à une épidémie de mort subite. Le seul lien entre les victimes, elles avaient toutes participé à l'exploration du gouffre de Gore, G-O-2-R-E, peu avant leur décès. Je ne sais pas s'il existe vraiment ce gouffre d'ailleurs, peut-être. Donc c'est un gouffre qui vient d'être rouvert après un terrible accident. Voilà, il a été resté fermé, pendant longtemps suite à un terrible accident qui a nécessité sa fermeture, voilà, pendant 2 ans. On ne sait pas de quel accident il s'agit. Et donc il vient de rouvrir, mais bizarrement, donc nouveau scandale, puisque les morts s'enchaînent de personnes qui avaient visité ce gouffre. Et on va suivre Léo, qui est infirmier. Et lui-même, en fait, il avait tenté l'aventure aussi avec ses amis. Et parmi eux, il y en a 3 qui ne sont pas revenus. Alors, je ne sais pas s'ils sont morts dedans ou si on ne sait pas trop. En fait, c'est vrai, c'est pas très clair. On ne sait pas si les gens meurent dans le gouffre ou s'ils meurent après l'exploration. C'est pas précisé. Mais là, ils disent 3 ne sont pas revenus. Donc, ça veut dire qu'ils sont morts dans le gouffre. Bon, en tout cas, parmi les victimes, il y a la femme de Léo. Et du coup, il se retrouve seul avec son fils à charge. Et donc, en fait, il va décider de poursuivre en justice les propriétaires du gouffre. Voilà. Enfin, en justice, je sais pas, mais en tout cas, il veut les faire tomber, quoi. Voilà. Donc, ça a l'air bien. Reconnaissez que ça a l'air intéressant, cette histoire de gouffre, là. Voilà. Je sais pas, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouffre et pourquoi il y avait eu un accident 2 ans avant et qu'est-ce qui se passe avec les propriétaires voilà. Donc ça m'intéresse. C'est quoi que vous avez dit, wishlist? Ah, les voleurs d'innocence. Ah bah oui, Jenny, tu vas adorer. Bon, il n'y a que Elsa qui n'a pas aimé, mais... c'est l'exception qui confirme la règle. Non, bon, après, ça arrive, hein. Mais c'est trop bien. C'est quoi, les synopsis se ressemblent? Ah oui, les filles maudites. Celui-là, je connais pas. C'est quoi, les filles maudites? Ah ouais, sera ok du polar? Oh, basé. Ah putain, mais je l'ai pas en physique, les voleurs d'innocence. Ah, mais peut-être... Mais du coup, je vais l'acheter en poche. Juste pour la dédicace. Ils sont beaux en plus, les totems, alors bon. Si je le trouve d'occasion. Pourquoi elle sera ok du polar? Ça veut dire qu'elle sort un nouveau livre. Ah, si elle sera ok du polar, ça veut dire qu'elle sort un nouveau livre. Oh, je vais acheter son nouveau livre du coup, directement. Oh, trop bien. Bon allez, ne partons pas dans un tunnel encore. Donc voilà, pour celui-ci. Let's go. Ça sortira chez Belfond, j'avais oublié de préciser, je crois. Toujours le 15, donc sortira un nouveau Michel Jean, mais pas en France. Pas en France, seulement au Québec, visiblement. Pour l'instant, en tout cas, il s'agit de Cabassa, de donc Michel Jean, qui sortira chez Libre Expression. Alors, par contre, j'ai pas compris pourquoi il y a écrit sur la couverture d'après le roman Tsunami. Comment on peut écrire un roman d'après un roman? Et surtout, j'ai pas trouvé d'informations par rapport à ça. J'ai juste écrit comme ça sur la couverture. Ah, il est déjà sorti au Québec? Alors, pourquoi il sort là? Moi, je comprends rien. Parce que c'est pas une édition française, en plus 33 balles, bon. Bon, écoute, en tout cas, j'en parle parce que surtout, je l'ai vu partout, celui-ci. Donc, ouais, alors pareil, j'ai mis historique parce que on va parler, moi je considère que ça a plus de 20 ans et que ça fait référence à un fait historique, je me place ça dans historique. Et là, en l'occurrence, ouais, c'est bizarre, hein, c'est trop bizarre, Karine, je comprends rien du tout à cette histoire. Bon, peu importe, en tout cas, je vous en parle, il est là, hein. Il a le mérite d'être là. Puisqu'on va parler du tsunami de décembre 2004. 21 ans déjà.
Donc, et plus précisément, on va être au Sri Lanka. Alors qu'il y a déjà une guerre civile qui dure depuis 20 ans. Il va y avoir donc le tsunami qui va s'abattre sur ce pays. Et on va suivre Jean-Nicolas Legendre, qui est un journaliste qui va être dépêché sur les lieux. Alors, c'est un journaliste autochtone, si je me trompe pas. Alors, à Benaki, c'est vrai que j'avais tapé le mot et j'ai oublié de regarder. Et du coup, j'ai dû perdre ma page, je sais pas ce que j'ai fait. C'est quoi Abénakis? J'avais tapé pour regarder ce que c'était, pour pas être con. Alors, Première Nation de l'Est de l'Amérique du Nord. Ok, donc c'est un autochtone, mais pas de Sri Lanka, hein, de autochtone américain. Donc voilà, c'est bien ça. Oui, parce que ça n'aurait pas de sens. Donc il va être dépêché sur les lieux alors qu'il a, on nous dit qu'il a du mal à se sortir de son propre tsunami intérieur, qui a été causé par la perte de sa femme et de sa fille. Donc j'imagine peut-être dû au tsunami, je ne sais pas. Donc il va être chargé de couvrir les conséquences de la catastrophe et il va se rendre dans le nord qui est contrôlé, donc le nord du Sri Lanka qui est contrôlé par les tigres tamouls qui s'opposent au gouvernement central. Il va rencontrer l'un des chefs des rebelles qui ont choisi de prendre les armes pour se libérer du joug de la majorité singalaise. Et ça va le mener à reconsidérer la situation des premiers peuples au Québec. C'est intéressant. Et l'attitude des pouvoirs à leur endroit. Oui, donc en fait, il va partir du principe de cette guerre civile au Sri Lanka pour faire le parallèle avec son propre pays. Et voilà, donc ça a l'air super intéressant. Ah oui, non, oui, c'est ça, film. Oui, bien sûr, Elsa, oui, il sort en février, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Ah oui, c'est ça, c'est celui de Oyinkan Braithwaite. Tout à fait, je l'ai vu, mais il sort en février. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais pourquoi vous parliez de celui-là, en fait? Parce que oui, il a effectivement nouveau. Elle aussi, elle va être au quai du Polar, d'ailleurs. C'est marrant, tiens, qu'on parle de ça, parce qu'elle aussi, elle sera au quai du Polar, au Yinkan Braithwaite. Donc, du coup, je lui prendrai Fille Maudite à ce moment-là. Et pourquoi vous avez parlé de Fille Maudite, du coup? Je remonte vos commentaires, mais... Ah oui, ça te fait penser au livre chez la croisée. Voilà, bah oui, c'était ça. C'était par rapport. Ah oui. Oui, j'avais zappé. C'est vrai. J'avais zappé le synopsis. Putain, franchement, que de bangers qui vont sortir en 2026. Que de bangers. Oh là là, au quai du Polar, je vais me gaver. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, putain, ça a l'air trop bien. Bon, bref. Du côté de Québec, les Abénakis. Ok, merci. Enfin, je dis Abénakis, mais c'est peut-être Abénaki. C'est juste que c'est au pluriel, quoi. Voilà, en tout cas, donc ça a l'air très bien. Franchement, pour le coup, j'ai encore plus envie de le lire, celui-ci, que les autres Michel Jean. Moi, j'ai lu que Maïkan, que j'avais adoré, d'ailleurs. Mais ouais. Wishlist qui est du polar, ouais. Oui, le S, il se prononce pas, ça m'étonne pas. Ok, donc voilà pour celui-ci. Je vais guetter mon... Ah, putain, ça y est, il reste plus trop de... Il faut que je fasse de la place, absolument. Attendez, je mets juste une petite pause enregistrement. Hop. Donc, on passe... non, on reste le 15 janvier, c'est pas fini. Avec le nouveau Dalia de la Cerda. Il s'agit de Mexico Médé. Non, Mexico Médé, parce que c'est écrit en français Médé, donc j'imagine que c'est ça. Et donc, dans cette histoire... Alors, je sais pas trop si on est dans des nouvelles comme Chienne de garde ou si c'est un roman. J'ai mis roman dans le doute. Ouais, ça a l'air trop... Ouais, il a l'air trop bien aussi. Mais voilà, on nous dit, voilà, je vous dis ce qu'il y a écrit aussi, hein. Entièrement vêtu de noir, coiffé de tresses et arborant des tatouages de serpents, c'est au volant d'une Volkswagen Jetta que Médé parcourt Aztlan, lieu mythologique aztèque symbolisant le Mexique. Qui de mieux que l'archétype de la mère infanticide, de l'irrationnel, de la jalouse, pour aider des femmes à avorter, à donner la vie, à s'extraire de relations abusives ou encore à fouiller la terre à la recherche de leurs enfants disparus.
Voilà, donc on nous dit, dans un style original et plein d'humour noir, l'autrice expose la cruelle réalité des adolescents enlevés ou recrutés par les narcotrafiquants au Mexique. Elle relate et dénonce la violence du crime organisé et celle de l'armée. Alors c'est marrant parce que là, les thématiques n'ont rien à voir avec ce qui a été dit avant. mais ok. Enfin si, oui, les enfants disparus, c'est les adolescents, effectivement, recrutés par les narcotrafiquants, mais sinon, après... Mais bon, ça a l'air trop bien. Wishlist, ouais, c'est clair. Non, mais laisse tomber, janvier. C'est un truc de fou. Il y a trop de trucs bien qui sortent. Il y a trop de trucs bien. Il y a trop d'autrices qu'on aime en plus. Ah là 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 là. Donc voilà, ça a l'air trop bien. C'est vrai que j'avais adoré Chienne de garde aussi. Donc la wishlist va être longue pour janvier, je vous le dis. Bon voilà, en tout cas, ça sortira donc comme le précédent aux éditions du Sous-sol. Alors, le 15 janvier, toujours. Alors, celui-là, je l'ai mis, même si il est assez classique, mais je l'ai mis parce que c'est une nouvelle maison d'édition qui, en fait, était à la base, donc c'est le MacGuffin, ouais, le MacGuffin, qui était à la base, ils étaient quoi déjà Merde. Attendez, je vais retrouver leur, parce que j'étais sur leur Insta. Eux, ils faisaient des jeux. Ah, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, c'était un truc sur le cinéma. Ouais, eux, ils étaient plus... voilà, eux, ils étaient plus basés sur le cinéma, c'est ça. Cinéma, pop culture, tout ça. Mais ils sortaient pas de livres. Je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, en fait. Bref, en tout cas, voilà, ils se mettent à l'édition. Et salut, Okamizu, comment ça va? Bonne fête à toi aussi. Donc, je suis en train de faire les sorties de janvier. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, on va en mettre un. Donc ils en sortent 4, je crois. Ben, j'ai mis celui qui m'intéressait le plus. Peut-être je vais aller quémander, je ne sais pas. Donc il s'agit de Les raisons de mentir d'Emily Litzfield. Et dans cette histoire, c'est marrant, la couve fait très Gallmeister. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi, mais je sais pas, je trouve que ça fait très Gallmeister. On va être à Manhattan, dans une prestigieuse académie. Et on va suivre 3 mères venues d'horizons opposés. Donc il y a Abby qui est mère célibataire. Il y a Kara qui est une épouse fragilisée par les finances. Et Hollis qui est mariée à un puissant financier en l'occurrence. Qui vont nouer toutes les 3 donc une amitié autour de leurs adolescents. Voilà, donc j'imagine que leurs enfants sont amis et du coup elles deviennent elles-mêmes amies, même si elles sont toutes différentes. Le problème, c'est que... ouais, n'est-ce pas? Complètement Gallmeister. Le problème, c'est... Alors, je sais pas si c'est pompé. Après, alors c'est marrant parce que leurs 4 romans ont tous des DA un peu différentes. Mais tous, je trouve... Leurs 4 romans ont tous des DA un peu différentes. Ouais, je vais y arriver. Mais tous ressemblent à des DA de maisons d'édition existantes, en fait. On dirait qu'ils s'inspirent de plusieurs trucs différents, c'est marrant. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, trois mères de famille. Et le problème, c'est que pendant un voyage scolaire, un élève va être retrouvé mort dans des circonstances troublantes. Donc il va y avoir une enquête de police. Et les mères commencent à douter de leurs propres enfants et même de leurs propres amis. Voilà, et donc évidemment, il va y avoir des histoires de secrets de famille. Et ça fait beaucoup penser, effectivement, ils le disent aussi, hein, ça fait beaucoup penser à Big Little Lies, hein, Petit secret, grand mensonge, hein, de Liane Moriarty, et j'avais adoré la série d'ailleurs. Voilà, ça fait. Alors, il compare ça aussi à The Undoing, qui était une mini-série qui était très bien aussi. Voilà, donc les mensonges au sein de l'élite new-yorkaise. Voilà, bon, c'est très classique, mais bon, moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui m'attire un petit peu, on va pas se mentir, j'aime bien, donc voilà, je l'ai mis, peut-être j'irai le demander, une nouvelle maison d'édition, qui sait, ça se tente, comme j'avais fait avec Eldercraft. Voilà, en tout cas, pour celui-ci.
toujours le 15, sortira Audrey Alouette, non, ça c'est le nom de l'autrice. Sortira Sainte emmerderesse, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le titre. Sainte emmerderesse de Audrey Alouette. Alouette, gentille Alouette. Je sais pas si ça se prononce comme ça, si ça se prononce Alvette, je sais pas. Désolée Audrey, tu m'écoutes pas de toute façon, donc c'est pas grave. Donc, qui était, ouais, ça aussi c'était une... Ça faisait partie de la sélection d'Elsa. Mais ouais, j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Donc, dans cette histoire, on va suivre Suzanne, qui va gagner au loto. Et qui va se barrer en Normandie, où elle va acheter un manoir. Et en fait, sur le domaine qu'elle a acquis, elle va découvrir la tombe, on nous dit, de Sainte emmerderesse. Donc, je sais pas si c'est écrit littéralement Sainte emmerderesse dessus. Et donc, elle va décider de redonner vie à cette sainte aussi puissante qu'insolente. Voilà, bon, on nous dit que, en fait, en gros, Suzanne va se révolter. On ne sait pas contre qui, mais elle va épargner personne. Voilà, ça a l'air assez fun. Voilà, genre j'espère que ça va pas être burlesque ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, si l'impuissance fut votre lot et que sur vous l'emportèrent les salauds, ce livre vous vengera. Donc on nous dit, en plus on nous dit, on va suivre 4 personnages. C'est un peu un roman choral. Donc il y a Suzanne, il y a un jeune pompier, une aide-soignante dévalorisée, une autrice, alors je sais pas qui c'est Suzanne dans le lot, une autrice lesbienne germano-algérienne et un vieux médecin juif athée. Bon, moi je dis que Suzanne ça doit être l'aide-soignante, je suppose. Voilà. Bon, ça a l'air... Voilà, en plus on nous dit que on va être dans un coin de Normandie pétri de racisme et d'homophobie. Ah, ça va être pas mal. Ah, ça va être pas mal ça. Je le sens. Voilà. Voilà. Je pense que ouais, c'est un peu, ça va être un truc un peu cathartique de revanche des nanas. Ouais, rien que le titre, on veut savoir. Mais c'est clair. Non, mais j'avoue. En plus, bon, je me dis, les éditions, c'est Héloïse d'Ormesson. C'est pas des éditions. Alors, je sais pas qui c'est qui publie, Aurélie Valogne ou quoi, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est pas des éditions comme ça. C'est Héloïse d'Ormesson qui font quand même du contemporain. Un petit peu intello. Et celui-là, je pourrais le demander aussi, puisque j'ai eu des SP de Héloïse d'Ormesson, tiens. Putain. Et ma mission, je me suis donné une mission, mais je sais pas si je vais y arriver, honnêtement. Mais ma mission, là, début janvier, c'est un peu tard, début janvier, c'est de rattraper mes chroniques. Alors, je sais pas si je vais tout poster sur Instagram, mais déjà, NetGalley, je vais rattraper. Sur Insta, je vais poster, je pense que je vais pas poster ça, oui, c'est con, parce que si je les écris, je peux les poster. Mais c'est surtout rattraper mes services presse de maisons d'édition que j'ai envie de garder en partenariat, entre guillemets, c'est pas vraiment du partenariat, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me dis, bon, ça la fout mal quand même, voilà. Bon, en vrai, j'en avais pas beaucoup, c'est surtout du NetGalley, hein, mais quand même, quoi, je me dis, ça serait bien de rattraper ça, et comme ça, et de pouvoir un peu reprendre un peu les SP. On verra. Bref, allez, voilà pour celui-ci, en tout cas. Le 15 janvier toujours, alors ça aussi c'était Elsa, merci Elsa, hein. Alors en plus il y a un renard sur la couverture, on aime. Donc sortira Vorace de Malgorzata Lebda, qui est une autrice polonaise, décidément, ça fait 2 autrices polonaises quand même, hein, mine de rien. Aux éditions Noir sur Blanc, et dans cette histoire... On va suivre une narratrice, alors on connaît pas son prénom, visiblement. On va suivre une narratrice, une jeune femme, qui a beaucoup de questionnements et beaucoup de problèmes de notre temps, hein, voilà. Et qui va retourner dans le village de son enfance pour prendre soin de sa grand-mère mourante. Le grand-père, lui, il s'occupe de retaper la maison comme il peut, et donc la narratrice va arriver avec une amie qui s'appelle Anne, et les 2 jeunes filles vont aider le grand-père.
Et donc on va être dans la région des Beskides, des montagnes du sud de la Pologne. Et donc on va parler de cet environnement polonais, de ce village, des animaux qui entourent et aussi de l'abattoir. Il y a un abattoir industriel à côté. Donc voilà, je pense que ça va traiter de plusieurs thématiques à mon avis. Donc on sait que ça va parler des femmes visiblement, ça va certainement parler des animaux aussi. Hein. Voilà, donc on n'en sait pas plus, c'est très mystérieux aussi, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi. En tout cas, moi ça m'intrigue. Voilà, puis j'aime bien le fait de parler de plusieurs maisons d'édition comme ça, c'est toujours intéressant. Voilà en tout cas pour celui-ci. Allez, ça y est, on se passe au 16 janvier avec la sortie de Au nom de la justice de Vish Damija. Ça se prononce certainement pas comme ça, désolé. Qui est un auteur indien. Alors il est surnommé le John Grisham indien. Voilà. Donc ça sortira chez Mera. Bon, c'est du thriller juridique, mais j'aimais bien le fait que ça se passe en Inde. Ça change un peu. Donc on est à New Delhi. Et une jeune fille de 16 ans, qui est la fille d'une domestique, va malheureusement être violée. Son agresseur présumé, c'est un élève aisé et arrogant, évidemment, qui va être protégé par le statut de son père, très classique. Hein. Son père qui est un homme d'affaires influent. Ouais, bah Mera, après, c'est des thrillers plutôt classiques, mais il y a des trucs sympas, ouais, effectivement, faut voir. Donc, évidemment, le système judiciaire va être gangréné par le pouvoir, voilà. Puis donc, forcément, la justice ne va pas être rendue correctement. Mais il se trouve que la mère de la victime va employer un avocat qui s'appelle Vansh Diwan, un avocat réputé qui est... Ah non, pardon. Elle va pas l'employer, parce qu'elle a certainement pas les moyens de l'employer, justement. C'est son employeur. Pardon, j'avais lu de travers. En fait, l'avocat, c'est l'employeur de la mère de la victime. Et justement, il va refuser d'intervenir parce que, il y a conflit d'intérêts. Puisque, comme c'est l'employeur de la mère, il a des liens avec la victime, donc avec la famille en tout cas. Et en plus, ah oui, et il a aussi des liens, on nous dit qu'il a des liens avec la famille du suspect aussi. Voilà, donc double conflit d'intérêts. Mais sa femme, Avanche, est indignée et elle va décider de faire appel à un vieil ami. Qui est un avocat charismatique, on nous dit, et engagé. Donc elle va l'appeler pour défendre la victime. Et malheureusement, l'affaire va prendre une tournure dramatique lorsque le suspect va être retrouvé mort. Et c'est la mère de la victime qui va se retrouver sur le banc des accusés. Putain, c'est le bordel. Mais voilà, et du coup, ça va être encore plus compliqué de rendre justice pour la pauvre victime qui s'appelle Baby, hein, d'ailleurs, qui a été violée au départ. Hein. C'est parti de là. Bon voilà, franchement, ça a l'air bien parce que au-delà du simple thriller juridique, on est sur, évidemment, un thriller qui va parler des classes et des classes sociales et de la justice qui n'est pas rendue correctement par rapport à ça. Donc ça peut être très très intéressant et ça se passe en Inde. Voilà, donc je vous l'ai mis. Le 16 janvier, toujours sortira un petit essai. Hop. Qui s'appelle Les Refusés, les artistes femmes n'existent pas, de Anne Bourrassé, qui sortira chez Seuil, encore une fois. Et donc là, on va parler, comme le nom l'indique, enfin comme le sous-titre l'indique, des artistes. Donc en fait, selon le ministère de la Culture français, il faudrait encore 120 ans pour atteindre la parité entre les artistes femmes et hommes. Donc les statistiques sont accablantes. 70% des étudiantes en école d'art sont des femmes, mais elles ne représentent que 23% des artistes en galerie et 6% des collections de musées.
tandis que 85% des plus hauts revenus de l'art contemporain reviennent aux hommes. Effectivement, c'est dégueulasse. Et donc, du coup, l'autrice va enquêter sur les hiérarchies de genre, de classe et de race aussi dans l'histoire de l'art et leurs répercussions aujourd'hui. Et oui, parce que on commence à le découvrir aujourd'hui, mais derrière de grands artistes, enfin en tout cas des artistes réputés hommes, se cachaient souvent des femmes. Voilà, notamment, par exemple, Artemisia. Oui, effectivement, je me rappelle Artemisia. Je me rappelle, genre j'étais là à cette époque. Artemisia Gentileschi, qui était donc derrière le Caravage. C'était Irénée dans La Terreur féministe qui en avait parlé de cette artiste. Voilà, bon bref, donc il y en a d'autres, Augusta Savage qui était derrière Jean-Michel Basquiat, Jeannette Sobel qui était derrière Jackson Pollock, etc., etc. Et donc du coup, voilà, Anne Bourrasé va nous décrypter tout ça. Ça a l'air très 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 bien, très intéressant. Je trouve ça bien que, voilà, moi c'est le genre d'essai que j'aime quand ça parle d'un domaine en particulier. Donc là on est dans le domaine de l'art. Alors l'art en tant que peinture, sculpture, etc. hein, en particulier. Hein, voilà, l'art qu'on trouve dans les musées. Hein. Voilà, ça a l'air très très bien. Donc ça c'est encore Elsa, hein, merci Elsa. Voilà pour celui-ci. On passe au 21 janvier. Putain, l'impression qu'on n'arrive jamais à la fin, c'est terrible. Il y en a trop, mais bon, c'est comme ça. J'ai commencé super en retard. Donc sortira Les Loving de Séverine Vidal et Philippe Arnaud chez Albin Michel. Alors, donc c'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie. Et en fait, cette histoire a déjà donné un film qui est sorti il y a quelques années avec Ruth Negga, qui s'appelle Loving, justement. Donc c'est l'histoire, on est dans l'Amérique d'après-guerre. Et en fait, c'est l'histoire d'amour entre un homme blanc et une femme noire. Donc, oui, Elsa, complètement, oui, bah oui, tu m'étonnes. Toi, ça t'intéresse d'autant plus, l'art. Donc voilà, et le problème c'est que à l'époque c'était interdit. En tout cas dans la majeure partie des États des États-Unis. Des États des États-Unis, on va dire des États-Unis tout court. Ouais, le film était très très bien d'ailleurs. C'était interdit, donc voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que donc là, dans la petite ville où ils vivent, ça va déranger personne, mais le problème, c'est que évidemment, il va y avoir des dénonciations. Et j'en dis pas plus parce que en fait, je trouve que le synopsis spoil beaucoup, mais en fait, c'est grâce à eux qu'il va y avoir une interdiction, enfin qu'il va y avoir une annulation, pardon, de l'interdiction des mariages interraciaux. Voilà, donc leur couple va être un symbole dans la lutte pour les droits civiques des personnes noires, hein, de la communauté noire. Voilà, donc voilà, je vous l'ai mis, j'allais dire ça a l'air bien. Oui, bah je connais déjà l'histoire en vrai puisque j'ai vu le film. Le film est excellent d'ailleurs. N'hésitez pas à le regarder si vous pouvez. Donc là, c'est plus raconter un peu. J'ai mis Young Adult parce que c'est plus à destination des ados, voire pré-ados, voilà. Va pas être une écriture très profonde, c'est plus pour raconter l'histoire en fait. C'est écrit par des autoristes français en plus. Donc voilà, coucou Malolo, comment vas-tu depuis le temps? J'espère que tu as passé un bon Noël. C'est vrai que je vous ai même pas posé la question au début de savoir si vous aviez passé un bon Noël. Moi je me la suis pété avec mes cadeaux là, mais j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Voilà en tout cas pour celui-ci. Le 21 janvier, donc là aussi c'est un roman jeunesse qui va sortir. Il s'agit de Tes mots sur les murs de Ève Renard qui sortira chez Rajo. Donc là c'est même plus du young adult, c'est vraiment du jeunesse. Pour le coup, non pas vraiment. Ah mince Lolo, je suis désolée pour toi. J'espère que ça va aller.
Désolée Lolo, je veux pas trop parler et discuter parce que du coup je suis en retard, je suis en train de faire les sorties. Donc on va être dans un collège, on va suivre Olympe, qui est une collégienne. Et en fait dans son collège, il y a un poète anonyme qui écrit et colle sur les murs, qui écrit ou colle sur les murs des messages féministes. Et en fait, Olympe, avec son amie Asia, vont prendre en photo à chaque fois ces mots qui sont écrits et vont les poster sur Instagram. Et le truc, c'est que, bon, évidemment, ces actes ne vont pas, en tout cas, les graffitis et les collages ne vont pas plaire au principal du collège qui va décider de démasquer la personne qui fait ça. Et Olympe, elle aussi, elle a envie de découvrir son identité parce que ce sont des messages de plus en plus engagés. Et du coup, elle a envie de se sentir utile dans cette nouvelle lutte féministe. Voilà. Et en plus, leur professeur de français va les encourager dans cette voie. Voilà, bon, ça me fait beaucoup penser à Moxie. Vous savez, ce roman aussi jeunesse très féministe où effectivement c'est une lycéenne là cette fois qui commence à monter un truc féministe dans son lycée et tout. C'était vachement bien ce roman-là. Donc voilà, ça fait penser à ça. Ah mince, oh, c'est horrible. Décédée toute seule dans sa maison. Ah c'est horrible, Lolo, je suis désolée. Ah, je suis désolée pour ton ami. Putain, c'est super triste cette histoire. Bah vraiment désolée, putain, 33 ans en plus, c'est tellement jeune. Oh là là. C'est terrible. Putain, je suis vraiment désolée. Désolée, du coup, ouais, je suis obligée de continuer, malgré cette mauvaise nouvelle. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit roman jeunesse, voilà, si vous avez des ados et tout, ça peut être sympa. Toujours le 21 janvier, alors celui-là, je pense qu'il était ultra attendu depuis des années. Le voilà enfin, c'est le nouveau Gabriel Talent, La Voix. Donc Gabriel Talent qui était l'auteur de My Absolute Darling, qui a quand même fait un beau carton à sa sortie, hein, donc, toujours chez Gallmeister. Toujours chez Gallmeister. C'était en quelle année? 2017 17, 18 par là, hein. Par là. Ah, Odeya est sortie de son sous-marin, du coup, juste pour Gabriel Talent. Yeah. Coucou Odeya. J'aime bien quand ça fait sortir les gens. Ouais, c'est vrai que la couve est très jolie. Ouais. Bon, dommage qu'il y ait le bandeau qui gâche un peu, mais bon. Donc, alors, de quoi on va nous parler? Donc, on est dans... J'espère que tu vas bien, Odeya, en tout cas. Donc, on est dans le sud du désert de Mojave. Je sais pas comment ça se prononce, pardon. Et on va suivre Dan et Tama qui traversent leur dernière année de lycée. Comme on aborde une voie d'escalade entre appréhension et excitation. Alors, Dan, c'est un garçon prodige et discret. Et Tama, c'est une fille bavarde et intrépide. Donc, ils sont inséparables tous les deux. Et ils passent leur temps à escalader des rochers pendant la nuit dans le désert. Et en fait, du coup, ils ont un rêve commun, un désir d'aventure. Et à mesure que l'année avance, mais voilà, le problème c'est que à mesure que l'année avance, ils vont se heurter aux réalités du monde adulte. Et oui, parce que c'est la fin du lycée, et qui dit fin du lycée dit entrer dans le monde des adultes. Et en fait, le truc c'est que ils viennent de deux milieux sociaux différents, ils n'ont pas le même talent, ils n'ont pas la même ambition. Et donc, ils ont beau être amis, ils savent que tout ne va pas aller comme ils le voudraient. Et ils vont devoir choisir entre rester fidèles à eux-mêmes ou céder aux exigences du monde. Et voilà, comment vont-ils tracer leur voie? Est-ce qu'ils vont la tracer individuellement ou ensemble? Ça a l'air vachement bien! Oh merde, putain, Lolo, franchement, des fois, il y a des familles comme ça. Moi, j'avais connu une famille comme ça, où la mère avait perdu son mari jeune et leur fils, je crois qu'il avait une myopathie. Enfin, il était très lourdement handicapé.
C'est chaud quand même, hein. Quand ça s'abat comme ça, c'est compliqué. Bon courage en tout cas. Donc ouais, voilà, ça a l'air très 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 bien, ce nouveau Gabriel Talent. J'ai trop hâte de le découvrir. Là pour le coup, et même le synopsis me hype même plus que celui de My Absolute Darling que j'avais adoré, hein. Mais ouais, j'aime bien cette idée d'adolescents inséparables mais qui sont très différents, et du coup ouais, c'est super intéressant. Voilà. Donc voilà en tout cas pour celui-ci qui sortira donc le 21 janvier chez Gallmeister. On passe au 22 janvier avec la sortie d'un livre un petit peu intriguant aussi. Il s'agit de Méchante de Karine Sulpice. Et on va être encore sur un truc un peu intéressant. Donc il y a une vieille femme qui est morte chez elle. Super, hein, on est dans le truc, pardon. Donc on a une vieille femme qui est morte chez elle, qui a été terrassée par un champignon vénéneux. Voilà, elle est morte en ingurgitant un champignon vénéneux qui s'appelle l'inocybe de Patouillard. On parle d'un nom. Voilà. Et bon, ce qui est bizarre, c'est que les gens vont... Voilà, évidemment, la police va être penchée sur le truc, parce que c'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas su reconnaître ce champignon vénéneux alors qu'elle connaissait très 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 bien la forêt. Et c'est bizarre aussi qu'elle ait fait des achats en ligne de lingerie fine. Donc du coup, les enquêteurs vont pencher pour un meurtre, et ils vont se tourner vers Bertie, qui était l'aide à domicile de Violette, donc la vieille femme qui est décédée. Et c'était la seule personne que Violette côtoyait quotidiennement, donc forcément, évidemment, elle est dans le viseur. Mais Bertie, elle va évidemment clamer son innocence, mais sauf que elle va un peu, elle va pas trop se battre non plus, donc du coup tout le monde va s'emballer, évidemment ça va être un peu la coupable idéale. L'opinion publique va vite trancher sur le fait que Bertie, c'est forcément le visage du mal, c'est forcément elle qui a tué Violette. Et du coup, tout le monde va se pencher pour décortiquer sa personnalité, et donc chaque hasard va devenir une preuve, et la moindre réaction un aveu accablant. Et du coup, pour Bertie, c'est un procès perdu d'avance. Comment va-t-elle pouvoir se défendre? Ça a l'air bien, j'aime bien cette idée de la nana qui est direct clouée au pilori. Voilà, c'est forcément elle, tout le monde a décidé que c'était elle. C'est intéressant, voilà. À voir quel va être un peu le message du livre derrière, je ne sais pas. En tout cas, il est très très court aussi, hein, 176 pages, je l'avais dit, il y a beaucoup de livres courts. Voilà, ouais, tu vois, Elsa, on a fait la même réflexion en même temps. Donc ça sortira chez Liana Levy, j'aime bien cette maison d'édition aussi. Voilà. Écoutez, à voir ce que ça peut donner, en tout cas. Tu lis L'Affreux de Franz-Olivier Gisbert. Ah d'accord, ok. Bon, moi j'aime pas du tout cet auteur, mais très bien. J'espère que c'est bien, Lolo, en tout cas. Voilà pour celui-ci, qui est quand même pas mal intriguant. Le 22 janvier, alors celui-là, voilà, aussi, celui-là, je l'attends énormément. C'est le nouveau... Enfin, le nouveau... C'est un nouveau Julia Armfield en France, mais en fait, il a été écrit avant le précédent sorti, qui était Cérémonie d'orage. Donc, il s'agit de Nos femmes sous la mer, et donc ça sortira également chez La Croisée. Bah oui, alors en plus, cette couverture, j'en peux plus de cette couverture, elle est absolument trop belle. Et ça a l'air trop bien. Ça a l'air tellement bien. Donc... Alors, je l'ai mis, franchement, pareil, il est un peu inclassable. Donc, il est à la fois thriller, un peu horreur, un peu SF, un peu... peut-être un peu fantastique, on sait pas trop. Ouais, wishlist de fou. Alors, donc, on va suivre Léa et Miri, qui sont en couple. Alors, Léa, elle est biologiste, et elle a passé... elle est partie pendant... quelques temps, on ne sait pas combien de temps d'ailleurs, en mission en haute mer dans un sous-marin.
Voilà. Et elle revient de mission et elle va retrouver donc son épouse Miri. Mais la mission était périlleuse et Léa, en fait, quand elle revient, elle a un comportement de plus en plus étrange qui va inquiéter Miri. Qu'est-ce qui s'est passé sous l'eau? Et que va devenir leur couple alors que Léa semble complètement différente. Voilà, on nous dit. Nos femmes sous la mer est un roman psychologique sous haute tension, une histoire d'amour, d'eau et de mystère par Julia Armfield, la star montante des lettres britanniques. Ça a l'air trop bien. T'as commencé aussi La Forêt des Flammes et dont reste Arikawa Mizubayashi. Ah, ça me parle, Arikawa Mizubayashi. D'accord, c'est bien. Donc voilà, pour celui-ci, qui a l'air... putain, j'ai trop envie de le demander celui-là. Pareil, c'est pour ça que je me donne pour mission de vite rattraper un peu mes chroniques et de me remettre un peu au... au SP parce qu'il y en a trop. Je m'étais dit, allez, j'arrête les SP, mais en fait, non, mais je peux pas, il y en a trop qui me tentent, et là, j'ai trop envie de le demander celui-là. Comme j'avais demandé le précédent, j'avais eu le précédent, donc voilà. Il est trop beau, il a l'air trop bien. Voilà, en tout cas, pour celui de 272 pages, encore, voilà. Ensuite, on saute directement au 28 janvier. Sortira un nouveau Liane Moriarty. Alors celui-là, pour le coup, il m'intrigue, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, il s'agit de l'anniversaire, qui sortira, comme d'habitude, chez Albin Michel. Et en fait, c'est pas un nouveau Liane Moriarty, parce que c'est un vieux Liane Moriarty qui n'avait pas encore été édité en France. Et je vais vous dire après pourquoi je le sais. Donc, dans cette histoire, on suit Sophie, qui, 3 ans après une rupture compliquée, va hériter de la maison de la tante de son ex-petit ami Thomas. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, pourquoi pas. Hein. Et le truc, c'est que dans cette maison, il y a eu un fait divers dans les années 30. On ne sait pas exactement quoi. Si, on sait quoi. Non, on ne sait pas quoi. C'était dans les années 30. Si, c'est ça. Ça se passe quand alors? Bon, je vous dis ce qu'il y a écrit parce que c'est pas très clair. Donc, un lieu marqué par un étrange fait divers dans les années 30. Alors que Connie n'était qu'une toute jeune fille, ses voisins Jack et Alice Munro, c'est pas une autrice ça, avaient disparu du jour au lendemain, laissant derrière eux quelques gouttes de sang et un bébé, une petite fille baptisée Enigma par Connie et sa sœur Rose. Le synopsis ne nous dit pas grand-chose. Mais pourquoi il m'intéresse? Parce qu'en fait, je me souviens, j'avais un pote qui était passé chez Séverine, Anton. Et Anton aimait beaucoup Liane Moriarty. Et en fait, donc c'était, je vous parle de ça, c'était en 2017, c'était il y a longtemps. Et en fait, il avait dit que son préféré de Liane Moriarty, il n'était pas sorti en France, c'était l'anniversaire, justement. Alors, je sais plus comment c'est le titre en... je sais plus le titre en anglais. C'est The Last... Je crois que c'est The Last Anniversary. Donc, c'est pas un anniversaire birthday, c'est anniversaire dans le sens commémoration, quoi. Voilà. Et il avait dit que c'était son préféré. Et du coup, ça m'est resté. Et je me suis dit, tiens. Je le vois là, je me dis, ah tiens. Du coup, voilà. Et donc, oui, c'est un roman qui date un petit peu, mais qui était toujours pas sorti en France. Voilà, voilà. Donc, à voir si c'est vraiment si bien que ça. Parce que moi, Liane Moriarty, c'est en dents de scie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns que j'ai beaucoup aimés, donc voilà. Allez, ensuite, le 28 janvier, toujours, sortira Le Cœur de Thomas de Moto Hagio chez Akata. Maison d'édition que j'adore, vous le savez, dans leur collection Héritage. Alors, il se trouve que leur collection Héritage, en fait, ils éditent de vieux mangas qui n'avaient pas été édités en France. Donc, Moto Hagio, en fait, c'est une très célèbre mangaka japonaise des années 80, 90, plutôt 80, je crois. Voilà, qui fait vraiment partie de la base des mangaka, en tout cas femmes, au Japon. Et donc Akata édite
les mangas de Moto Hagio. Et pour l'instant, j'en ai pas encore lu et j'aimerais bien la découvrir parce que voilà, ça fait partie un peu de la culture. Et donc, dans celui-ci, on est dans un pensionnat religieux. Alors, je sais pas dans quel pays on est, mais visiblement pas au Japon. Hein. Alors, Moto Hagio, c'est vrai qu'on est rarement au Japon en vrai, mais bon. Et donc, il y a quelqu'un qui est mort. Alors, c'est un garçon, un élève du pensionnat, visiblement, hein, si je comprends bien. Il y a un élève du pensionnat qui est mort. Alors, en plus, il était particulièrement apprécié, et donc tout le monde va être en émoi à l'annonce de son décès. Et il va laisser derrière lui un mystérieux courrier qu'il adresse à un autre garçon du pensionnat, d'un an son aîné. La lettre suggère que sa disparition n'aurait rien d'un accident et qu'il aurait en réalité mis fin à ses jours par amour pour son camarade. Voilà, vous avez compris. Oui, parce que Moto Hagio, elle faisait des trucs un peu engagés pour l'époque, hein, quand même. En tout cas, un peu inclusif, on va dire. Pas forcément engagé, mais inclusif. Et c'est pas du yaoi ou quoi, c'est là la différence, parce que le yaoi, bon, c'est pas spécialement engagé pour le coup. Là, on est vraiment souvent dans des... Il y a souvent des messages vraiment dans ces histoires. Et du coup, bah, l'élève qui a reçu la lettre va être bouleversé par cette révélation et il va être dévoré par la culpabilité. Ah, c'est Akira Mitsubayashi, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais oui, je l'ai rencontré cet auteur en plus à la Comédie du Livre. J'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais parce que il y avait plus son tome 1, j'avais pris le tome 2, et j'aimerais bien lire le tome 1 d'ailleurs, d'abord. Donc, et je sais plus le nom du tome 1. Mais oui. Ouais, ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très bien, Lolo. Effectivement. Donc voilà pour Moto Hagio. Le 28 janvier, toujours sortira une adaptation en BD de La Passe Miroir. Donc le premier tome va être adapté en BD, bah, les autres suivront certainement. Les fiancés de l'hiver, donc de Christelle Dabos, qui est adapté par Vanida, l'autrice Vanida. Bon voilà, alors je vous redis l'histoire, hein, de La Passe Miroir. Donc on va suivre Ophélie, donc on est dans un monde de fantaisie, hein, qui va devoir subir un mariage forcé, enfin en tout cas des fiançailles forcées à un homme qui est issu d'un clan, d'un autre clan que le sien. Et du coup, elle va devoir tout quitter. Alors ils ne le disent pas dans le synopsis, mais Ophélie, elle a un pouvoir de... Quand elle touche les objets, en fait, elle connaît le passé des objets. Voilà, donc c'est son pouvoir. Et du coup, elle tient un musée, je crois, il me semble, de mémoire, voilà, c'était ça. Et donc, elle va devoir tout quitter et découvrir ce qu'on appelle la Citaciel, qui est un peu, on va dire, la capitale de leur univers, là. Et évidemment, il va y avoir toute une série de complots, de choses comme ça qui vont se passer. C'était très très bien, moi j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais surtout aimé les 2 premiers tomes, après moins le 3, et j'ai jamais lu le 4 au final. Pour une fois que j'allais plus loin que le tome 1, c'est con. Mais voilà, c'était... Donc voilà, si vous voulez une petite adaptation en BD, je trouve ça bien. Donc ça sortira chez Gallimard. Allez, on termine avec 2 livres de chez De Saxus le 29 janvier. Voilà, c'est les 2 dernières sorties, les 2 le 29 janvier, les 2 de Saxus. Donc tout d'abord, un roman horrifique. Et oui, il s'agit de Les Dévoreurs de livres de Suni Dean. C'est une autrice asiatique, mais américaine. Donc, on est dans le Yorkshire. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle est américaine, mais ça se passe au Royaume-Uni, visiblement. Le Yorkshire, c'est au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas, c'est en Angleterre. Bon, bref, peu importe. En tout cas, dans le Yorkshire se cache une famille au régime alimentaire peu commun, puisque c'est une famille qui mange des livres. Voilà. Au lieu de manger de la nourriture classique, elle mange des livres. Donc chaque genre de roman a un goût particulier. Donc les romans d'espionnage sont épicés, les romans d'amour sont sucrés.
Manger une carte peut les aider à se souvenir de destination. Et les enfants désobéissants doivent ingurgiter les pages sèches et moisies des dictionnaires. Sympa. Et comme les femmes qui mangent des livres sont rares, elles sont nourries de contes de fées jusqu'à atteindre l'âge de procréer. Et donc c'est le destin de Devon. On va suivre, voilà, c'est une jeune femme. Mais le truc c'est que Devon, elle n'a pas envie de manger que des contes de fées, elle a envie de découvrir d'autres intrigues. Et un jour, Devon a un enfant. Et le cours de l'histoire va changer parce que son enfant, Kai, ne réclame pas des livres comme nourriture, il réclame des esprits humains. Voilà, j'en sais pas plus. Ça a l'air... Franchement, ouais, j'aime bien l'idée déjà de truc de manger des livres. Et puis après, voilà, le truc horrifique qui va apparaître avec cet enfant qui veut manger des esprits humains. Je sais pas, franchement, ça m'a trop intriguée. Alors, je sais pas, ça fait pas très de Saxus pour le coup, mais pourquoi pas. Merci, Philaeopsis, pour le suivi. On parle des sorties... je suis en retard, mais on parle des sorties de janvier. Enfin, je suis en retard là, dans la soirée, là, parce qu'il est très tard. Voilà pour... celui-ci qui a l'air vraiment très très bien, et le tout dernier, donc pareil aussi chez De Saxus. Bienvenue par ici. Oula, pardon, j'ai enlevé le truc. Bienvenue par ici, du coup. Philae, on va t'appeler Philae. Je reste pas aussi tard d'habitude. Hein. Le tout dernier qui sortira donc également le 29 janvier, également chez De Saxus. Mais cette fois, c'est un young adulte. Il s'agit de Sous une mer déchaînée de Elisabeth. Je sais pas comment ça se prononce. De Elisabeth. Assez étrange comme pseudonyme, mais pourquoi pas. Donc, dans cette histoire, on va suivre Briar, pas sûr de la prononciation. Dont le frère jumeau a disparu 13 ans auparavant, englouti par l'océan. Donc la jeune fille, elle est hantée par la mort de son jumeau et elle est convaincue qu'elle va subir le même sort. Et il se trouve que son meilleur ami... Ouais, Jenny, c'est clair. Vous êtes il y a les couches-tard qui restent là, hein, du coup. Mais le problème, c'est que son meilleur ami, qui s'appelle Finn, va à son tour se volatiliser. Et en fait, le truc, c'est là où je me suis dit, ah, là, ça commence à être intéressant, c'est qu'il n'y a que Briar et ses amis qui se souviennent de Finn. Personne d'autre se souvient qu'il a existé. Et Briar va se tourner vers Morgane, qui est sa pire ennemie, mais aussi une sorcière supposée, qui est l'unique personne à connaître son plus grand secret. Alors, on ne sait pas si c'est la peur de son jumeau, on ne sait pas trop ce que c'est. Et Briar va découvrir que les disparitions, parce que voilà, il y a d'autres disparitions visiblement, sont liées à l'étrange histoire de sa ville natale. Et elle comprend que plus aucun habitant de cette ville, qui s'appelle Lock Creek, n'est à l'abri de ce sort funeste. Parce que y a une ombre malfaisante tapie sous la mer qui réclame des sacrifices. Voilà. Ça a l'air un peu horrifique aussi, en vrai, hein. Ouais, la couverture est magnifique. Bah, le livre est magnifique, là, pour le coup. Bon, après ça, c'est de Saxus, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, du coup, c'était la dernière sortie donc, de cette sélection pour la rentrée littéraire d'hiver. Donc, c'était intense. Il y avait beaucoup de choses vraiment pas mal. Beaucoup de choses féministes d'ailleurs, ça c'est cool. Et du coup, bon, je vais laisser YouTube. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver dans pas longtemps, hein, puisque du coup je vais enquiller jeudi sur un bilan lecture. Donc vous aurez certainement vendredi. Donc je pense que vous aurez les deux un peu coup sur coup, hein. Je pense que vous aurez là les sorties jeudi et du coup le bilan vendredi. Bon, vu que vous êtes resté pas mal de temps sans vidéo, c'est pas plus mal. Du coup voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup on se dit à très très vite pour le bilan lecture.
En attendant, bah, je vous dis pas passer une bonne année, mais je vous dis bonne année. Putain, c'est ça que j'aurais dû faire, parce que du coup, vous allez avoir le truc jeudi. Bah, bonne année. Bonne année, YouTube. Merde, je casse tout. Bonne année, les gens qui regardent le replay sur YouTube. Voilà, bon, ça fait bizarre de dire bonne année alors qu'on est que le 30 décembre. Donc, c'est pas pour vous, hein. Je vais pas porter la poisse, c'est pas pour vous dans le chat. Allez, bisous YouTube, et du coup, à la prochaine. Bien.